enfant. Alors, Marie, je vais te présenter en quelques mots, mais tu m'as tellement impressionnée par tout ce que tu fais et tout ce à quoi tu es formée que je te laisserai après rentrer dans les détails de ton parcours et de ton expérience. Alors, Marie est psychothérapeute, hypnothérapeute, donc formée au traitement des psychotraumatismes, notamment en hypnose. Elle est aussi praticienne en EMDR, en DMOK, que moi personnellement je ne connaissais pas, et qui est la déprogrammation par le mouvement oculaire, kinesthésique et auditif, instructrice de méditation de pleine conscience, et elle a fondé notamment le cabinet Hypnopédia à Marseille, avec lequel on est vraiment fiers de pouvoir travailler en partenariat pour permettre à chacun de vous d'aller plus loin si vous le souhaitez. Alors, pour juste commencer cette conférence, je voudrais partir d'une citation de ceux qui connaissent les psychotraumatismes connaissent, hein, c'est Peter Levine, l'auteur de Réveiller le tigre. Donc, je fais un peu de pub. Donc, ce livre que moi-même, j'ai eu grand bonheur à lire. Et il y a une petite phrase qu'il dit et qui, pour moi, pose vraiment le sujet d'une manière introductive, sur laquelle j'aimerais après passer la parole à Marie. Il dit « Le traumatisme fait partie de la vie, mais ne doit pas être une condamnation à vie. Non seulement on peut guérir d'un traumatisme, mais avec une prise en charge appropriée, il peut nous transformer et devenir une extraordinaire source d'évolution et d'éveil social et spirituel. » Et cette phrase, pour moi, elle est magnifique parce que c'est vraiment, ça résonne pour le point rose, parce que ce qu'on vit avec les parents de l'association, c'est ça, c'est un vrai traumatisme. On a en tout cas cet espoir qu'on puisse le surmonter et peut-être en faire quelque chose de plus grand que nous. Voilà. Je passe la parole, Marie. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, bonsoir à toutes et tous. Passer après Peter Levine, pour moi, c'est un grand honneur parce que c'est un des piliers de mes convictions aussi en tant que thérapeute. C'est ce qu'il nous apprend, c'est que le trauma fait partie de la vie. Il fait qu'on est fait pour ça, qu'on va tous traverser à un moment donné des épreuves, on va tous traverser à un moment donné dans notre vie des moments difficiles, et il nous dit qu'on est fait pour ça. Je sais que quand j'ai appris ça, je me suis sentie presque un peu rassurée. Alors, pas rassurée de me dire que j'allais traverser probablement d'autres traumas que ce que j'avais déjà connu, mais de me dire que j'étais faite pour ça, ça m'a replacée dans une dynamique de vie. On est fait pour ça. C'est vrai que si on regarde l'évolution de l'humanité, on a tous imaginé les hommes préhistoriques poursuivis par les lions dans la savane et se dire qu'à cette époque-là aussi, ils ont dû se mettre en place des éléments cognitifs pour nous permettre de survivre et de vivre après ça. Le ça, il est propre à chacun, il va être selon notre histoire, selon notre vécu, évidemment. Évidemment, en parlant pour le point rose, on ne peut pas ne pas évoquer le deuil d'un enfant, mais évidemment, ça ne touche pas que ce traumatisme-là. J'avais envie de vous parler justement du traumatisme et du stress post-traumatique. Ce sont deux choses différentes, ce sont deux choses qui sont cliniquement différentes et qui vont engendrer aussi des symptômes différents. Le stress post-traumatique, qu'on appelle également dans notre métier le PTSD, parce que c'est en jargon des terminologies anglo-saxonnes, lui est une pathologie. C'est une pathologie qui va découler d'un traumatisme. Le traumatisme, par contre, n'est pas une pathologie, comme nous le dit Peter Levine, ça fait partie de notre vie. La manière d'y répondre, la manière d'y réagir vont
déclencher ou non un stress post-traumatique, vont déclencher ou non des pathologies. Le traumatisme va avoir des symptômes qui vont être proches du stress post-traumatique, mais à un moment donné, ils vont cesser, ils vont arrêter. Alors que dans le mécanisme du stress post-traumatique, ces symptômes vont perdurer. Alors, j'ai préparé un petit support pour peut-être expliquer ce que je voulais vous dire ce soir. Alors, voici mon support. Donc, je vais d'abord vous parler du traumatisme et vous définir ce dont il s'agit. Le traumatisme, c'est une menace pour la vie ou pour l'intégrité physique de manière directe ou indirecte avec une proximité émotionnelle. J'aime souvent donner comme exemple l'image du 11 septembre. Alors, le 11 septembre, tout le monde sait ce qu'évoque cette date parce que c'est un traumatisme dans le sens social, sociétal. Mais si on n'a jamais connu personne qui a connu cet événement traumatique, par exemple, si ça n'a pas touché notre frère, notre sœur, notre père, notre mère, notre grand-père, quelqu'un de notre famille, il n'y a pas de proximité émotionnelle, donc ça ne va pas entraîner un traumatisme psychique. C'est un traumatisme, mais il n'est pas psychique, parce qu'il n'y a pas de proximité émotionnelle en lien avec cet événement. Cet événement va déclencher chez nous différents degrés, à différents degrés, mais une peur intense pour soi, une peur intense pour l'autre. Cette peur intense, elle va marquer notre physique, elle va rentrer dans notre corps. Un traumatisme, c'est corporel. C'est d'abord un corps qui prend dans son corps une charge physique. Et puis un sentiment d'impuissance qui est souvent lié à cet événement traumatique et qui est lié à cette peur intense. Ces deux éléments-là vont déclencher tout un tas de mécanismes à l'intérieur de nous, des mécanismes physiologiques, c'est d'abord un corps, des mécanismes psychologiques qui sont souvent dans un premier temps une absence de réaction ou une surréaction. C'est-à-dire que cet ajustement massif que nous demande le traumatisme va entraîner des répercussions physiologiques et psychiques qui vont être soit complètement inhibées, soit au contraire extrêmement exacerbées. Par exemple, des personnes qui, à l'annonce d'un deuil, s'effondrent, tombent complètement dans les pommes ou perdent connaissance, ou au contraire se mettent à hurler, à crier, à taper. Ce sont des types de réactions qui sont normales suite à l'annonce d'un traumatisme. On distingue également différents types de traumatismes. On va distinguer ce qu'on appelle les traumatismes simples et les traumatismes complexes. Et ça va vraiment être déterminant aussi pour la suite de notre prise en charge. Un traumatisme simple, c'est un traumatisme qui va n'arriver qu'une seule fois et qui va être en lui-même un traumatisme majeur. Les traumatismes complexes sont ceux qui se répètent. Alors, par exemple, dans les traumatismes complexes, on peut avoir les abus sexuels sur un enfant, par exemple, qui vont pouvoir se répéter malheureusement plusieurs fois. Mais on peut aussi imaginer qu'un traumatisme devient complexe si on enchaîne plusieurs traumatismes simples. Par exemple, un deuil, par exemple, un licenciement, par exemple, un divorce. Ça peut être une succession de traumatismes simples qui sont un seul traumatisme en lui-même, mais qui, cumulés avec d'autres traumatismes antérieurs, devient complexe. Donc, la prise en charge d'un traumatisme simple et d'un traumatisme complexe va être aussi dépendante de l'histoire de chacun. Une personne qui n'a connu qu'un seul traumatisme simple dans sa vie majeure, on peut imaginer peut-être que, oui, elle en a eu qu'un, et du coup, ça peut être plus simple. Eh bien, ce qu'on peut aussi observer, c'est que le traumatisme complexe est en effet compliqué à prendre en charge parce qu'il y a une succession de deuils à faire, mais il y a aussi un apprentissage du traumatisme qui va être acquis par la personne, qui va aussi lui permettre parfois d'être plus résilient. Donc, on ne peut pas forcément dire qu'un traumatisme simple,
c'est moins grave ou plus grave qu'un traumatisme complexe. Il faut prendre cette dimension traumatique dans l'histoire de l'individu et c'est ce qui va déterminer la prise en charge de l'accompagnement de chacun. Si vous avez des questions, si à tout moment vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir et je pourrais essayer d'y répondre. Je voudrais que ça soit à la fois une conférence à la fois qui vous apporte des éléments techniques et qui soient des éléments de compréhension de ce qu'il vous arrive ou de ce que d'autres, peut-être dans votre entourage, vivent, et en même temps qui s'appuie aussi sur votre propre expérience personnelle. Donc, n'hésitez surtout pas à me poser des questions, à me questionner, parce que j'essaye de rendre la conférence la plus chargée d'exemples possible, mais surtout ne restez pas dans une incompréhension. Et donc, de ces différents types de traumatismes, qu'ils soient simples ou complexes, on va en découler des paramètres qui vont nous, en tant que thérapeutes, nous aider, nous accompagner à comprendre au mieux les besoins du patient. Les paramètres, eh bien, par exemple, quand vous perdez un enfant dans un territoire de guerre, par exemple, comme en Syrie, eh bien, il va y avoir des paramètres aggravants parce que la personne se trouve elle-même dans une situation de peur panique ou de précarité. Donc, ces paramètres-là vont jouer aussi dans la mise en place de ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Donc, les facteurs sociaux, les facteurs environnementaux, l'éducation, l'accompagnement, le soutien, tout ceci va être des éléments qui sont indispensables à la prise en charge de nos patients. Donc, les paramètres dans la prise en charge du traumatisme sont essentiels à distinguer, c'est-à-dire que l'accompagnement émotionnel d'une personne va être primordial. Alors, tout à l'heure, on parlait un petit peu avec Nathalie avant de se connecter à la réunion pour que je puisse peut-être comprendre au mieux les besoins de chacun. Il y a un peu deux écoles qui dialoguent sur comment prendre en charge un traumatisme. Est-ce qu'on doit le prendre en charge tout de suite dès qu'il arrive, ou est-ce qu'au contraire, on doit attendre et laisser le temps faire? Parce que ce qui est dit parfois dans la bouche des patients, c'est de toute façon, à quoi ça sert d'aller consulter? Ça ne me ramènera pas la personne qui est morte. Alors, souvent, moi, j'ai pour habitude, ceux qui me connaissent le savent, de répondre que je m'appelle Marie, c'est vrai, mais ça s'arrête là. C'est vrai que c'est la phrase que j'ai souvent l'habitude de dire parce que c'est vrai. Je m'appelle Marie. Après, je vais essayer de faire au mieux ce que je peux, mais en effet, je ne peux pas faire que ça ne soit pas arrivé. Donc, c'est un petit peu normal ce questionnement-là en même temps, mais finalement, à quoi ça me sert d'aller voir quelqu'un je suis mal, c'est normal que je sois mal, j'ai eu cette peur intense, j'ai eu ce sentiment d'impuissance. C'est absolument logique que derrière, j'ai des symptômes qui soient normaux. Peter Levine le dit très bien, c'est normal de ne pas être bien. Donc, en effet, à quoi ça sert d'aller consulter? Alors, je ne suis vraiment pas du tout de ces thérapeutes qui vous disent qu'il faut absolument consulter, c'est absolument nécessaire. C'est vraiment pas du tout ma façon de travailler. Vraiment, je pars du principe que chacun est libre d'aller consulter ou pas. Et au contraire, ce genre de conférence, c'est justement pour ramener de la normalité dans ce qui semble totalement anormal. Mais donc, la question est, est-ce qu'on doit intervenir tout de suite? Est-ce qu'on doit laisser du temps? Eh bien, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'en fait, quel que soit le moment auquel on intervient, on va avoir des possibilités d'aider la personne qui est en souffrance. Alors, on m'a posé une question, donc je vais juste regarder. Est-ce que la période écoulée entre 2 ou plusieurs traumatismes simples joue sur le fait qu'il génère ou pas un traumatisme complexe? Oui, la réponse est oui. Si vous avez un temps qui est plus long, eh bien, naturellement, vous aurez plus de temps pour vous en remettre. Ça, c'est dans l'absolu. J'ai envie de vous répondre oui à cette question parce que c'est oui en général. Maintenant, ça va dépendre aussi de quel type de trauma simple on parle et si justement le traumatisme a été amorti, s'il est rentré dans l'histoire de vie de chacun.
c'est ce que nous disait Peter Levine dans la deuxième partie de sa phrase, c'est que oui, c'est normal de vivre des traumatismes, mais, et là, du coup, c'est la thérapeute qui va vous parler, si on en fait quelque chose, alors il ne devient presque plus traumatique. Et donc, ça n'est presque plus un traumatisme simple. Et donc, ça ne sera pas un traumatisme complexe dès lors qu'on en a fait quelque chose, dès lors qu'il est entré dans notre histoire de vie. Je ne vous parle pas de ne plus jamais avoir de cicatrices, je ne vous parle pas de plus jamais avoir de souffrance. Ça n'existe pas. Le Bouddha, le premier, nous enseignait le fait que on va cheminer dans une vie de souffrance et que c'est notre nature humaine que de faire partie de ça, que de vivre des deuils, que de vivre des séparations. C'est un peu le postulat du départ, tu vas vivre et tu vas mourir. Donc ça fait partie de notre existence. Donc, dans l'absolu, le fait qu'il y ait plus de temps pour s'en remettre, évidemment, l'adage de le temps aide, etc., c'est vrai, qu'il y a une partie que le temps va apaiser. Mais je vais vous donner la métaphore d'un grand monsieur aussi qui a énormément écrit sur le deuil et sur le trauma, c'est Christophe Fauré, qui est un aussi des personnes qui m'inspirent énormément et qui sont les supports de ma pratique. Il donne cette métaphore et il dit, trauma, c'est un peu comme si vous étiez dans votre cuisine et que vous êtes en train de faire à manger, vous êtes en train de préparer des frites pour votre famille, et puis vous avez une grande casserole remplie d'huile sur le feu qui a été mal posée et qui tombe sur votre main et qui vous brûle la main de manière gravissime. Eh bien, il y a deux solutions. Soit on prend un bandage, on fait un bandage bon an mal an autour de sa main et on se dit de toute façon ça va cicatriser. Et en effet, hein, ça on le sait, le corps humain, à partir du moment où il est blessé, dans la seconde qui suit, commence à cicatriser. Si vous vous faites une coupure, dans la seconde qui suit, vous commencez déjà à avoir des coagulations, des petites cellules de sang qui se coagulent et qui vont cicatriser votre peau et qui ensuite feront que votre peau ne laissera pas forcément trace de cette cicatrice. Donc la cicatrisation, elle se passe dans la seconde qui suit, malheureusement. C'est-à-dire que dès lors que la personne n'est plus là, eh ben, elle n'est plus là et on est déjà dans un processus de « elle n'est plus là ». Et c'est ça qui est terrible. Et en même temps, c'est ce qui fait l'élan de vie. Donc, on a cette possibilité de prendre son bandage autour de la main et de se dire bah, « ça va cicatriser ». Mais on a aussi la possibilité de se dire « tiens, est-ce que je ne pourrais pas aller me faire soigner cette main pour être sûr qu'elle cicatrise bien ?» Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'adhérence, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'infection, qu'il n'y ait pas de nécrose, que la plaie se fasse bien. Donc, dans le temps, il y aura toujours ce temps-là. Sauf que selon comment on utilise ce temps-là, entre ces fameux traumatismes simples, eh bien, on va plus ou moins guérir. Ce qu'on dit aussi, ça c'est Boris Cyrulnik qui le dit, c'est qu'il dit quand on cicatrise mieux qu'avant. C'est-à-dire que votre peau, peut-être qu'elle sera plus souple qu'avant, dans une texture plus résistante qu'avant, parce que vous l'avez soignée. Mais par contre, les soins que vous aurez accordés à votre main peuvent faire très très mal. Mais vous vous en serez occupé. Donc, j'espère avoir répondu à votre question sur le temps écoulé entre les traumatismes simples et les traumatismes complexes. C'est important d'y rester un petit peu parce qu'on a l'impression que ça ne va pas avoir d'incidence. Mais en fait, ça a une incidence. Quand on perd quelqu'un, parfois, ça nous fait revivre des choses totalement anodines, des divorces de parents, des séparations à l'école, etc. Enfin, des choses qui peuvent paraître totalement décorrélées, mais qui sont en elles-mêmes des deuils, des traumatismes qu'on a eu à vivre, et pour lesquels on n'a pas forcément pris le temps de s'en occuper, parce qu'on se dit, bon, c'est pas très grave, ou le temps va passer, ou le temps va faire son affaire, ce qui est une réalité, bien évidemment. Mais pour autant, le deuil, le trauma, vient remobiliser des événements traumatiques anciens qui vont, s'ils ne sont pas remodelés, créer des traumatismes complexes. Et quand on est dans des traumatismes complexes, alors c'est vrai qu'on a plus de risques de développer un stress post-traumatique. Alors, on va reprendre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au déroulé du traumatisme. Donc, ces paramètres, les paramètres sociaux, les paramètres environnementaux, le fait qu'on soit dans un environnement où, par exemple, on n'est pas en risque pour sa survie sur le plan alimentaire, sur le plan
d'avoir un toit, etc. Tous ces éléments-là qui peuvent nous paraître totalement futiles sont en réalité des éléments qui vont rentrer dans le paramètre traumatique. C'est-à-dire que si on doit en plus être en Syrie, dans des endroits où on a des bombardements, où on a des endroits où on a des précarités pour manger, pour se nourrir, etc., le deuil va devenir plus compliqué à faire parce qu'on a des paramètres aggravants. L'environnement social, le fait d'être accompagné par des gens qui nous aiment, qui nous entourent, va être évidemment des facteurs qui vont nous aider à mieux passer ces moments-là. Et puis aussi, et ça c'est un fait, il y a un seuil de tolérance individuelle au trauma. Et ça, on n'est pas vraiment égaux par rapport à ça. C'est quelque chose qui est en nous. Il y a des personnes qui vont avoir un seuil de tolérance au trauma qui est plus grand que les autres. Alors, moi, j'accompagne beaucoup de militaires, j'accompagne beaucoup des personnes qui sont des pompiers, des personnes qui sont dans les premières lignes d'intervention, évidemment beaucoup de soignants. Je suis toujours émerveillée de voir à quel point ils sont capables d'encaisser. Comme ils le disent d'ailleurs très bien, ils disent nous on encaisse. Moi je m'occupe beaucoup par exemple des personnes qui font partie du GIGN ou des CRS. J'ai beaucoup dans mes patients des personnes comme ceci. Sauf que parfois, un petit grain de sable, mais tout petit dans leur vie, j'ai plein d'exemples en tête des patients qui ont vécu des choses mais complètement anodines par rapport à leur vie habituelle, vont décompenser à ce moment-là et vont parfois partir en burn-out à ce moment-là. Parce que tout simplement, ils ont dépassé leur seuil de tolérance. Et ce seuil de tolérance-là, il ne faut pas se juger, il ne faut pas se dire, moi, de toute façon, je vais tout encaisser, parce que ce n'est pas vrai, parce que ce n'est pas humain, en fait, de tout encaisser. Et c'est aussi de ne pas juger. Il y a aussi une part, malheureusement, ça c'est ce qu'on peut observer, je suis la première à l'observer, mais c'est vrai que les hommes ont moins de stress post-traumatique que les femmes. C'est un cas, c'est avéré, enfin, c'est objectivé par des chiffres. Je peux malheureusement rien dire là-dessus. Mais on a une plus grande propension, peut-être par notre sensibilité, peut-être pour plein d'autres choses, à développer plus de stress post-traumatique que les hommes. On ne sait pas vraiment ce qui va un peu comment on passe de l'un à l'autre, comment on passe du trauma au stress post-traumatique. Ça, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va déclencher le stress post-traumatique. Par contre, ce que l'on sait, c'est que le fait d'intervenir très très tôt après un trauma et qu'on prenne tout de suite la connaissance de petits exercices à mettre en place pour faire revenir nos constantes physiologiques à la normale, vont être des éléments de prévalence moindre du stress post-traumatique. C'est-à-dire que le fait de se prendre en charge très tôt après un événement compliqué, sur le plan physiologique, je ne vous parle pas du tout d'accompagnement psychothérapeutique, au contraire, c'est ce dont on va parler là ce soir. On s'est rendu compte, par exemple, que les personnes qui étaient capables de redescendre leur battement cardiaque rapidement après un événement traumatique avaient moins de chances de développer des stress post-traumatiques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aider ces personnes à descendre leur rythme cardiaque plus rapidement. Donc, on va leur proposer des exercices de relaxation, tout simplement. Donc, ce n'est pas de la psychothérapie. C'est juste qu'on sait que si votre cœur sait redescendre un peu de manière physiologique à la normale après un événement difficile, eh bien, vous aurez moins de risques de développer des stress post-traumatiques, c'est-à-dire de développer tous ces symptômes dont on va parler, dont font partie évidemment les troubles du sommeil. Donc, le fait de réguler son rythme cardiaque, le fait de réguler sa respiration vont être des éléments bénéfiques pour la suite de ce qui va se passer parce que quand on vient de vivre un événement traumatique comme le deuil d'un enfant, par exemple, on sait que on va s'engager sur un processus qui est très long. Alors, on va repartir un petit peu sur le partage de l'écran. Hop, voilà. Et on va parler donc de cette réactivation de la charge traumatique et de la normalité du trauma. Ça, on en a parlé tout à l'heure, mais je voudrais vous parler des éléments d'évaluation. Les éléments d'évaluation, ça va être, par exemple, qu'après un événement difficile, on va avoir des réviviscences. On va se dire, ah, si j'avais fait ça, et si j'avais dû ça, et j'aurais dû lui dire ça, et j'aurais dû faire ça. On va avoir aussi tout ce qui est flash visuel.
des événements, de voir la personne disparue, de voir des moments de vie. Tout ça, ce qu'on appelle la reviviscence du traumatisme, c'est totalement normal. C'est totalement normal tant que ça reste dans un délai de temps normal aussi. C'est-à-dire que passer un certain temps, si on continue à avoir trop de réviviscence, ça devient épuisant pour la pensée. Il faut savoir que d'abord, un traumatisme, c'est épuisant. Ça vous pompe toute notre énergie. Parce que dans les troubles du sommeil dont on va parler aussi, il y a aussi des troubles d'hypersomnie. C'est-à-dire que ce n'est pas que des insomnies, ce n'est pas que des gens qui ne dorment pas. Il y a aussi tous les gens qui dorment trop et qui n'arrivent pas à travailler, qui n'arrivent plus à vivre parce qu'ils ont une hypersomnie due au choc physique que représente le trauma. C'est épuisant, un traumatisme. Ça nous prend toute notre énergie psychique. Et quand il y a trop de réviviscence, quand il y a trop de flash, quand il y a trop de pensées, au bout d'un moment, l'organisme, il est épuisé. Il est complètement fatigué. Donc, évidemment que je ne peux que recommander, dans un premier temps, de se faire aider. Si ça devient trop insupportable, on a aujourd'hui des supports d'aide, notamment médicamenteuses, pour aider à passer ces caps-là. Parce qu'on le sait, il y a des étapes et dans les 2-3 premiers mois qui suivent l'événement traumatique, il va y avoir ça, il va y avoir ces réviviscences. Et si certaines personnes sont bloquées dans ces mécanismes-là, elles peuvent être aidées par des substances chimiques et il n'y a pas de honte à ça du tout. Par contre, je vais être la première à vous dire, ce n'est pas une fin en soi. On ne peut pas prendre des anesthésiants en permanence et faire sa vie comme ça. En fait, je vais vous dire une phrase, mais je vais vous dire c'est dommage. C'est dommage parce qu'on se prive de l'enseignement que pourrait nous apporter cet événement-là. Donc, peut-être, pourquoi pas prendre des médicaments si ça devient trop envahissant, mais en tout cas, sur le long terme, je ne pense pas que ce soit une vraie réponse au deuil, je ne pense pas que ce soit une vraie réponse au stress post-traumatique. De toute façon, aujourd'hui, on a le recul nécessaire pour savoir que malheureusement, les médicaments comme ça ne soignent pas et n'empêchent pas d'avoir mal. Elles peuvent anesthésier un temps, et c'est très bien comme ça, mais ça n'empêchera pas le fait qu'à un moment donné, on devra se confronter à ce qui fait mal. Donc, ces réviviscences, ces flashs, ces pensées intrusives vont être normales dans un temps normal de 2-3 mois. Au-delà de ce temps-là, ça doit diminuer. Si ça ne diminue pas, c'est que là, on est en train de développer une pathologie. C'est-à-dire qu'on est en train de développer un stress post-traumatique. Alors, on ne va pas du tout poser de diagnostic dans les 2-3 mois qui suivent le trauma. On va juste se dire, tiens, il faut être vigilant, il faut surveiller cette personne. Parce qu'en effet, un deuil va pouvoir se laisser vivre pendant plusieurs années. Donc, toute cette vigilance va être sur cette prévalence de ces symptômes. Alors, maintenant, on va parler un peu des symptômes. Alors, on a parlé de l'inégalité de genre, ça c'est un fait. On va parler aussi des stratégies de coping et de ce qu'on appelle les stratégies d'ajustement face au stress. Alors, qu'est-ce que c'est ces stratégies-là? Eh bien, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on est face à un choc, quand on est face à quelque chose qu'on n'a pas du tout envie de vivre, cette fameuse friteuse qui se renverse sur notre main et qui nous brûle la main, on n'a clairement pas du tout envie de la vivre, on n'avait pas prévu de vivre ça, on n'avait pas imaginé vivre ça, on n'avait pas du tout imaginé avoir notre main brûlée, mais le fait est que, voilà, ça y est, notre main, elle est inutilisable, en tout cas pendant un certain temps, elle est brûlée. Eh bien, tout de suite, on va mettre en place des stratégies cognitives, de pensée, de comment je vais arriver à passer cette épreuve. Alors, on ne se formule pas évidemment comme ça, mais par contre, dans votre cerveau, c'est d'un coup, tout est en alerte. Attention, là, il faut qu'on passe ça. Il faut qu'on continue à survivre. Donc, on va se mettre en mode, ce qu'on dit, nous, on se met en mode survie. Alors, quand on est en mode survie, il faut savoir qu'on peut ne pas dormir pendant des jours, ne pas manger pendant des jours. C'est aucun problème. Le corps, il sait super bien faire. Le mode survie, il est fait pour ça. Lui, il va nous faire survivre. Donc, on met en mode
fonctionnement de notre cerveau reptilien uniquement. Donc, nos émotions sont bloquées, on survit. Et dans cette stratégie-là, petit à petit, on va pouvoir commencer à accueillir, qu'on va dire physiquement, les émotions. Et donc, on va mettre en place ce qu'on appelle les stratégies de coping. C'est-à-dire, quand on est face à des vagues émotionnelles comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Alors, il y en a qui vont faire le ménage. Il y en a qui vont se mettre à faire du tricot, se mettre à faire des trucs complètement bizarres qu'ils ne faisaient pas du tout avant. Ils vont manger, ils vont aller marcher. Donc, on va mettre en place des stratégies qui me sont efficaces. D'autres, ils vont dire, moi, je vais reprendre le travail parce que ça m'occupe. Et ils vont dire, ça m'occupe. Eh bien, quand on commence à dire, ça m'occupe, c'est qu'on a mis en place des stratégies qui sont efficaces dans un premier temps. Donc, on ne va surtout pas aller les toucher, on ne va surtout pas aller dire, voilà, c'est pas bien, il ne faut surtout pas faire ça. Non. Si pour toi, c'est bien de faire le ménage, eh ben, on va faire le ménage, il n'y a pas de souci. Si pour toi, c'est bien d'aller marcher, eh ben, on va marcher. C'est très bien. Parce que quand on est en stratégie de coping, on est dans faire quelque chose. On cherche à s'ajuster. Donc, c'est très, très bien parce qu'on va chercher cet ajustement de cet événement de choc. Par contre, c'est certaines personnes, au contraire, c'est un tel anéantissement que là, ils sont dans des syndromes dépressifs. Le syndrome dépressif, c'est j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'envie, je ne peux plus bouger. Alors, quand on est dans ces phases-là, nous, on va dire, ah, là, il va falloir faire attention. Et le plus souvent, c'est qu'on oscille dans ces phases-là. C'est-à-dire qu'on est dans des phases, parfois, on ne peut pas se lever du canapé, on est scotché, on ne peut rien faire, on n'a rien envie de faire, et pendant plusieurs jours, ça va rester comme ça. Et d'autres fois, où au contraire, d'un coup, c'est phase maniaque. Alors là, il faut qu'on range la cave, il faut qu'on range la maison, il faut qu'on fasse le ménage, il faut qu'on repeigne les murs, etc. Et on peut alterner sur ces deux phases pendant un temps, et c'est très bien. Et ça veut dire qu'on cherche psychiquement un ajustement pour amortir le choc qu'on vient de vivre. Donc, ces stratégies-là de coping, elles sont très, très efficaces et elles sont très, très normales. On va simplement discuter avec un thérapeute pour savoir quelle nature elles sont. Parce que parfois aussi, elles peuvent nous embêter un petit peu. Par exemple, quand ça commence à être sur des troubles alimentaires ou avec des compulsions, avec des addictions, parce que les stratégies de coping d'addiction, par exemple à l'alcool ou aux drogues, existent. Alors, elles sont, entre guillemets, efficaces pour le deuil. Par contre, elles ne sont pas très efficaces pour soi. Donc, la nature de la stratégie de coping va être aussi une source d'information pour le thérapeute. Parce que des personnes qui ont des addictions à la suite d'un traumatisme, il y en a énormément et on en parle trop peu. Des gens qui vont développer des addictions au jeu, des addictions sexuelles, des addictions à l'alcool, des addictions aux drogues, tout ça, c'est très fréquent. Et malheureusement, en psychiatrie aujourd'hui, pour y travailler depuis suffisamment d'années, on ne va pas forcément chercher la première cause. On va s'arrêter à la dépendance, c'est-à-dire qu'on va du coup traiter la dépendance à l'alcool, l'anorexie, la boulimie, ou voilà, tout ça, c'est souvent, je ne dis pas tout le temps évidemment, mais c'est souvent des symptômes d'un traumatisme antérieur qu'il va falloir aller traiter. Donc, et qui sont considérées comme des stratégies de coping. C'est-à-dire que moi, j'ai accompagné des personnes qui avaient perdu un proche et qui s'étaient mis à boire. Elle me disait, mais quand, du coup, je pense plus du tout, je pense plus du tout à mon deuil, j'arrive à aller travailler, Oui, d'accord, certes, donc la stratégie de coping, elle est efficace pour notre trauma, mais par contre, elle n'est pas du tout efficace dans ce cheminement que doit être le fait de se donner de la valeur, de se donner de l'importance et de se donner du soin. Si on soigne notre main brûlée avec du whisky dessus, puis qu'on continue à faire à bander, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure efficacité de traitement qu'un vrai pansement fait par un professionnel qui va être parfois douloureux, mais aussi de manière plus certaine, être efficace sur la durée. Alors, on continue. Et je voulais vous parler des phases du traumatisme. Donc, on en a parlé tout à l'heure, il y avait cette phase aiguë, cette phase immédiate des 2-3 premiers mois.
Et je voudrais rester quelques instants sur les symptômes qui sont normaux suite à cette phase aiguë. Donc, on va avoir ce qu'ils appelle une amnésie dissociative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une amnésie dissociative, ça veut dire qu'on ne se souvient pas très bien de certains éléments, soit de notre passé, soit même d'événements qui se passent en ce moment. C'est-à-dire qu'on va, on va nous parler de quelque chose et on va oublier ce qu'on vient de nous dire. Donc, on a une amnésie dissociative. C'est normal quand on vient de vivre un choc. Mais elle peut aussi porter sur le trauma lui-même. C'est-à-dire que, par exemple, l'amnésie dissociative, elle peut toucher des femmes qui ont été violées, par exemple, et qui n'arrivent pas à expliquer ce qui s'est passé. Elles n'arrivent pas à se rappeler comment était leur agresseur, comment il était habillé, dans quelle rue c'était, et tout ça. Tout ça, c'est normal. Tout ça, ça fait partie de notre traumatisme. Alors, je ne dis pas que ça l'est systématiquement, je ne dis pas que systématiquement on a une amnésie traumatique. En revanche, c'est très fréquent. C'est vraiment tout à fait normal. On va avoir aussi ce qu'on appelle la stupeur dissociative. C'est-à-dire que, alors ça, c'est encore plus fréquent, c'est quand on est là mais qu'on n'est pas là. C'est-à-dire qu'en fait, on nous parle, on continue à nous parler, on peut continuer à manger, on peut continuer à dormir, etc. Mais en fait, c'est comme si on se voyait en train de. Ça, c'est la stupeur dissociative. Elle est normale aussi. Pas, vous n'êtes pas du tout en train de devenir fou, vous n'êtes pas du tout en train de partir dans la folie, parce que souvent, malheureusement, les personnes qui vivent des traumatismes, ils viennent me voir et ils ont hyper honte de me dire « mais en fait, j'ai l'impression de devenir folle ou fou ». Non, c'est juste normal. C'est votre corps qui est en train d'ajuster ce fameux trauma. Donc, alors, je vous emploie des mots un peu compliqués, mais c'est ce que nous, on va écrire dans nos dossiers. Vous savez, quand on parle, on écrit amnésie dissociative, stupeur dissociative, c'est des symptômes qui sont normaux parce que nous, on va pouvoir vous donner des réponses par rapport à ça. La dépersonnalisation. Alors là, c'est qu'on fait des choses qu'on ne faisait jamais avant, ou ça fait aussi c'est comme si on n'était pas soi, quand on se voit en train de faire quelque chose. La déréalisation. La déréalisation, c'est quand on est hors réalité. C'est-à-dire qu'en fait, on vit les choses, mais on se dit « non, en fait, c'est pas vrai ». Non, mais en fait, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va arriver, qui va nous pincer, qui va nous dire « réveille-toi ». Ça, c'est très fréquent aussi, cette sensation qu'on est dans un film et qu'à un moment donné, on va nous sortir du film. Ça, c'est des symptômes qui sont normaux et qui font partie du trauma. Donc, quand on sent tout ça, c'est qu'on est en train de vivre un très gros choc, mais c'est normal. C'est notre cerveau qui est en train de s'ajuster. Donc, on n'est pas du tout en train de devenir fou. Au contraire, notre cerveau, il cherche des solutions. Et parfois, le fait de nous couper de la réalité pendant un certain temps nous permet de faire un petit peu comme les antidépresseurs. Hop, attends, je te sors un peu, vas-y, respire, réajuste-toi et repars. C'est juste le « et repars » qui est nécessaire. Parce que parfois, le « et repars », il n'y est pas. Et ça, c'est le plus compliqué. C'est de se remettre dedans, de se remettre dans la réalité. Quand j'enseigne la méditation, je dis toujours, pour moi, la méditation, c'est le chemin de la réalité. C'est ce que nous enseigne le Bouddha. Alors, c'est vrai que je suis instructeur de pleine conscience et que normalement, on ne parle pas du tout de Bouddha en pleine conscience, mais moi, je suis un peu les deux formations. Donc, je revendique le fait de dire la méditation, c'est le chemin de la réalité. C'est ce qui va nous permettre à un moment donné de nous reconnecter à nous-mêmes. Et pour ça, on va utiliser notre corps, parce que c'est notre corps qui est bougé en premier. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas du tout partie de ces thérapeutes qui vous disent « oh là, il faut absolument trouver une psychothérapie, etc. » Non, il faut d'abord se reconnecter à la réalité, se reconnecter au train de la réalité. Alors, il y a une question, si j'ai entendu un micro qui s'est ouvert. Non, ça va? N'hésitez pas. On va aussi parler d'action automatique et de distorsion temporaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que les actions automatiques, c'est on va avoir besoin de faire comme un espèce de train-train normal. Ah, mais alors là, il faut que je me lève, que j'aille prendre mon café, que je prenne ma douche et que ça doit être fait dans un certain ordre. Quand on commence à avoir des actions automatiques, c'est que c'est très bien aussi. C'est comme les actions de coping. On est en train de mettre en place un ajustement au trauma.
Donc, tout ça, c'est normal. Il ne faut pas aller chercher sur toi, il ne faut pas chercher à les changer. Il ne faut pas qu'on vous dise, mais enfin, sors, il faut que, ça c'est complètement d'une stupidité absolue. Il faut faire ton deuil. Ah bah oui, c'est comme ça. Ben, non, mais des phrases comme ça sert strictement à rien. C'est, dis-moi toi, qu'est-ce que tu mets en place, comment tu fais toi pour arriver à vivre les jours qui suivent. Explique-moi, parce que moi je suis là pour juste t'aider à voir si je peux encore mieux t'accompagner. Donc, les actions automatiques, elles sont très importantes. Et c'est vrai que je vais vous reprendre l'exemple du ménage, mais c'est tellement fréquent. C'est tellement fréquent des femmes qui me disent « Ah, moi, le seul truc qui fait, c'est que j'arrive, je fais le ménage. » Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, je cherche à nettoyer ce que j'ai vécu à l'intérieur. Je cherche à me laver de toute cette souffrance, de toute cette tristesse, de toute cette peine. Et donc, ça peut être efficace. C'est pas du tout quelque chose d'anecdotique ou dire ah mais c'est nul. Non, c'est un moyen stratégique de mettre en place de continuer à survivre. Parce que là, il faut bien se mettre en tête qu'on est en mode survie. Donc, on fait comme on peut en mode survie. Et si c'est faire le ménage et que faire le ménage, ça vous va bien, eh ben, on va faire le ménage, il n'y a pas de problème là-dessus. On ne va pas du tout chercher à changer quoi que ce soit. Petit à petit, si vous venez en thérapie, bien sûr qu'on va s'en servir un peu de point de repère. C'est-à-dire qu'on va dire, OK, alors cette semaine, vous avez fait le ménage combien de fois? Alors, l'idée n'est pas de dire que ce soit à 0, hein, évidemment, parce que là, ce n'est pas le but non plus. Mais ça va être se dire, est-ce que ça va avoir une action sur mon action d'adaptation? Et puis, qu'est-ce qu'on avait aussi comme autre symptôme que j'ai écrit, parce que après j'oublie. Les distorsions temporelles, les réactions névrotiques, les réactions psychotiques. Oui, alors, les distorsions temporelles, c'est, on n'a plus du tout la notion du temps. On a l'impression qu'en fait, ça va trop vite. Le temps va trop vite. Tout va trop vite. En fait, c'est comme si d'un coup, on était pris dans une espèce de spirale qui nous absorbe et on n'a plus du tout la notion du temps. C'est une journée qui fait 12 heures, voire 24 heures. Et au contraire, d'avoir des moments qui sont trop longs, et notamment la nuit, c'est ce dont on va parler ensuite. C'est-à-dire que la nuit, par contre, alors là, c'est l'impression que ça dure, mais des journées entières, et le jour, par contre, hop, ça dure une seconde. La distorsion temporelle, elle est normale aussi. Elle va être un moyen d'ajustement toujours de notre cerveau pour nous adapter. Donc, le fait de prendre conscience de ça, de se dire, OK, bah, c'est normal. Moi, en méditation, je vais vous dire, OK, on accepte. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait? Alors, on me pose des questions. Est-ce que les symptômes du traumatisme sont les mêmes chez les enfants? Alors, je vais vous dire, ça va dépendre de quel âge ils ont, comment ils arrivent à réaliser le traumatisme qu'ils sont en train de vivre, parce que moi, j'ai accompagné beaucoup d'enfants, par exemple, qui ont connu les attentats de Barcelone. J'en ai eu beaucoup de Barcelone, parce qu'on ne parle pas souvent de Barcelone, mais ça a été un vrai traumatisme pour les populations. Et puis beaucoup de Nice aussi, beaucoup, parce qu'à Marseille, j'ai eu beaucoup de patients qui sont venus me voir. Donc oui, on va avoir les mêmes symptômes dès lors qu'ils sont en âge de sentir ces choses-là. Après, chez les enfants, faut vraiment être vigilant sur les crises de colère et les sommeils. C'est vraiment les deux grandes familles de symptômes qui vont être... c'est-à-dire que dès lors que l'enfant change son comportement, même des mois après, hein, vraiment, ça peut être des mois, voire des années après, ça n'a pas forcément de lien, où d'un coup, il va se mettre à être dans des peurs paniques, à se mettre en colère pour rien, à pleurer, ou d'un coup à ne plus vouloir dormir, il va falloir être vigilant. Donc oui, les enfants vont avoir les mêmes types de symptômes que nous. Est-ce que quand ces solutions, alors, d'un coup, après avoir diminué en thérapie, réaugmente d'un coup après avoir diminué en thérapie, ça veut dire qu'il faut y retourner. C'est-à-dire que quand il faut comprendre qu'un deuil, c'est pas tiens voilà, ça y est, j'ai fait le deuil, maintenant c'est bon. Ça marche pas comme ça. C'est un peu, moi je compare toujours le trauma. Ceux qui ont fait des formations, ils vont sourire, mais c'est un oignon. C'est des couches d'oignons qu'on vient enlever. Il y a toujours un truc à travailler parce que, par exemple, quand on perd quelqu'un, on va toujours se dire, tiens, ça c'est encore un Noël sans, ou c'est un anniversaire sans, ou c'est un mariage sans. Donc, ça va être à chaque fois une réactivation de quelque chose, parce que c'est une réalité. C'est que, tiens, ça, j'aurais bien aimé le vivre avec elle ou lui.
ça, j'aurais pu le vivre avec. Donc, on va réactiver à chaque fois un traumatisme parce qu'on ne l'a jamais vécu une seule fois et puis c'est tout. Puis voilà, c'est bon, j'ai fait le travail, etc. Quand on a, par exemple, connu l'inceste, on va être traversé au cours de notre vie parce que, eh bien, il va falloir faire le deuil d'une enfance normale, il va falloir faire le deuil d'une vie parfois sexuelle normale, il va falloir faire le deuil. Alors, et la question se pose de la normalité dans ces cas-là, parce que, après tout, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal? Donc, la thérapie va venir nous questionner sur « et toi, qu'est-ce que tu vis en ce moment? Est-ce que toi, tu es, au regard de ce qui t'est arrivé, comment tu es, comment tu vis ?» On ne peut pas dire « tiens, j'ai fait une fois la thérapie et puis c'est bon ». On peut très bien aller plusieurs fois en thérapie pour venir re-questionner quelque chose. Parce que quand on a des symptômes, il faut nous dire qu'on a encore des épluchures d'oignons à travailler. On a encore des éléments émotionnels en lien avec ce traumatisme qui sont encore à travailler. Et moi, je vais vous dire, chouette, on a encore des choses à apprendre sur soi. Alors, évidemment, c'est toujours un peu provocateur parce que je sais très bien qu'au départ, on n'a pas du tout envie de les vivre. Et évidemment que pour ceux qui me connaissent en thérapie savent à quel point la bienveillance est mon ADN. Donc, vraiment, je ne veux pas croire que je me dis, tiens, c'est génial d'avoir eu un traumatisme. Ce n'est pas du tout ça. Mais par contre, je me réjouis du fait qu'on va apprendre encore quelque chose d'autre sur nous, sur notre histoire, sur notre vie, sur notre manière d'être au monde. Et c'est un enseignement, c'est un enrichissement qui est extraordinaire. C'est une source d'inspiration. Alors, eh bien, on peut effectivement avoir des symptômes qui peuvent réaugmenter parce qu'il y a une réactivation de quelque chose, d'un élément. Ce n'est pas forcément des thérapies longues, hein. Il ne faut pas du tout imaginer ça comme quelque chose de long. Moi, souvent, je le dis, en 4 séances, on fait énormément de choses en thérapie. Parce que moi, j'utilise par exemple, si on utilise l'hypnose ou les thérapies de rêve, comme on va voir tout à l'heure, ça peut être des solutions très ponctuelles qui répondent à un besoin très ponctuel. Là, dont on va parler ce soir, c'est comment je fais concrètement pour m'endormir, pour me rendormir. On ne va pas forcément aller questionner l'émotionnel, l'analytique, etc. Bien sûr que ça, je vous dirais, c'est dommage de ne pas faire le pas, mais on n'est pas obligé de le faire, en tout cas. Est-ce que j'ai bien répondu à vos questions? Alors, hop. Ces réactions névrotiques ou psychotiques, elles sont aussi normales. C'est-à-dire que le fait d'être parfois dans des hallucinations, dans des réactions complètement dépassées et énormes, elles peuvent être totalement normales. Les symptômes dont on va parler, ce sont les symptômes qu'on appelle de stress dépassé. Les symptômes de stress dépassé, évidemment, vont être comprises avec tout ce qui est trouble du sommeil, revivre les moments passés, les flashbacks, les souvenirs répétitifs, les ruminations et les cauchemars. Et la sensation de « ça va recommencer ». Alors, beaucoup vont mettre en place ce qu'on appelle des stratégies d'évitement. La stratégie d'évitement, c'est « je ne me confronte pas à cette chose-là ». Par exemple, j'ai peur de conduire sur l'autoroute, donc j'évite de conduire sur l'autoroute. J'ai peur de l'eau, donc j'évite d'aller près de l'eau. J'ai peur je ne sais pas moi, du dimanche soir, donc le dimanche soir, je vais mettre en place plein de stratégies de coping pour ne pas vivre le dimanche soir. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les stratégies d'évitement. Les stratégies d'évitement, elles sont la source de notre stress. Donc le fait d'éviter quelque chose va donc envoyer comme information à notre cerveau, « Ah, tu vois, tu as raison d'éviter ça, parce que tu vois, ça c'est dangereux ». Donc l'évitement va renforcer le sentiment de stress. Donc plus on évite, plus on est stressé. Dans les thérapies cognitives et comportementales, l'exposition va faire partie de la thérapie. Et notamment en méditation, on va utiliser ce qu'on appelle les techniques d'exposition, où évidemment, on ne va pas s'exposer le premier jour. Si on a la phobie des chats, par exemple, on ne va pas vous amener un chat en thérapie et vous mettre sur les genoux. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, hein. C'est qu'on va travailler, on va préparer le terrain pour s'exposer. Mais le but, ça va être de s'exposer. Le but, ça va être de s'exposer, pourquoi? Pour casser
la spirale infernale de la stratégie d'évitement, pour casser le stress. Parce qu'on sait que lorsqu'on casse la stratégie d'évitement, alors on peut du coup dire à son cerveau, tu vois, ça ne sert à rien de te stresser pour un chat, finalement le stress il est gentil. Donc on va pouvoir remettre en place une réparation derrière. Donc, dans la stratégie d'évitement, ce que l'on a souvent, c'est par exemple, dans les troubles du sommeil, j'ai peur d'aller me coucher, j'ai peur de m'endormir, donc je m'endors de plus en plus tard. Ça va être le numéro 1 de la stratégie d'évitement de ceux qui se couchent de plus en plus tard. Alors au début, c'est 1 heure plus tard. Après, c'est 2 heures plus tard. Après, c'est 3 heures plus tard. Après, c'est des endormissements à 2, 3 heures, 4 heures du matin. Donc, on arrive après petit à petit à plus dormir du tout parce que tout simplement, on ne s'est pas couché. Donc ça, c'est clairement une stratégie d'évitement qu'il va falloir rompre à un moment donné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir se confronter au fait d'aller se coucher. Et qu'est-ce que ça te fait vivre? Alors ça, si c'est trop dur, évidemment, émotionnellement, on peut travailler en thérapie, mais typiquement, c'est vraiment un exemple de la stratégie d'évitement que l'on connaît. Et puis, on va avoir d'autres symptômes comme la peur panique, les troubles anxieux, la dépression et les troubles du comportement. Ça, on en a pas mal parlé. Donc tout ça, ce sont des symptômes qui sont parfaitement normaux des suites d'un traumatisme. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair, tout va bien. Très clair, merci Marie, c'est parfait. Bon, ça va alors. Alors, on va continuer sur les troubles du sommeil. Les troubles du sommeil, on va venir là. Hop, je vais partager mon écran parce que c'est ce qui nous intéresse ce soir. On a fait tout ça pour parler des troubles du sommeil. Eh bien, ça va être en number 1, retarder l'heure du coucher, peur d'aller se coucher, peur de l'obscurité, peur de dormir seul. Alors, c'est vraiment un symptôme qui est très classique et qui est normal. Alors, c'est pas parce que je vous dis que c'est normal qu'on ne peut pas faire quelque chose dessus. Hein. Je vous dis juste que si vous le connaissez, il suffit juste d'aller voir votre thérapeute et de dire, vous savez quoi, moi, je retarde l'heure de coucher. Les insomnies. Les insomnies, ça va être les pensées qui vont venir nous envahir, les « j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça, et puis si j'avais su, et puis si j'aurais pas dû, etc. » Et puis, ça va être aussi, évidemment, ne plus se sentir du tout fatigué au moment du coucher. C'est-à-dire qu'on a été éclaté toute la journée. Toute la journée, on a été épuisé, on ne peut pas faire un pas devant l'autre. Mais par contre, dès lors qu'arrive le moment du coucher, là, d'un coup, on a une espèce de regain d'énergie. On pourrait démonter la maison et faire le fameux ménage. C'est typiquement un syndrome de l'insomnie. Les troubles d'endormissement, évidemment, ça va être tout ce qui est pensée envahissante, flashback, tous les sentiments de culpabilité qui vont être dans les troubles de l'endormissement. On va avoir cette fichue culpabilité qui va nous casser les pieds. Les j'aurais dû faire ci, j'aurais dû comprendre, j'aurais dû lui dire, j'aurais dû faire là. Et quelque part, de toute façon, c'est ma faute parce que j'aurais dû être là, j'aurais dû l'accompagner jusqu'au dernier moment, etc. Ça, vraiment, ça va être notre vraie bête noire en thérapie, c'est la culpabilité. Parce qu'évidemment, elle ne sert strictement à rien, si ce n'est à nous gâcher la vie. Donc, c'est vrai que pour ceux qui ont des résistances par rapport à venir travailler en thérapie, si je devais leur dire une seule chose, c'est si vous sentez vraiment trop de sentiments de culpabilité, mais venez le travailler parce qu'on peut vraiment faire quelque chose, on peut vraiment s'en libérer, on peut vraiment s'en débarrasser. C'est vraiment quelque chose qui nous pourrit l'existence et qui n'a aucun intérêt parce qu'en effet, ça ne fera rien avancer, ça ne changera rien. Et pour le coup, ça ne fait vraiment pas partie des stratégies d'adaptation, des stratégies de coping. Au contraire, ça va être une autoflagellation, presque une aggravation des symptômes quand on commence à trop ressentir de culpabilité. Donc, si je devais vous convaincre que pour un seul symptôme, ce serait pour celui-là, parce que vraiment, il est vraiment inutile et vraiment en thérapie, on peut vraiment faire des choses assez intéressantes avec. Et les réveils nocturnes. Les réveils nocturnes, ça va être des réveils en sursaut, les sensations de ne pas être seul dans la pièce. Ça, c'est très, très fréquent et c'est très, très courant. Donc, ça fait partie des symptômes. Et évidemment, les cauchemars qui sont souvent en lien avec l'événement traumatique où on imagine une autre fin, une autre issue. Ça, c'est quand notre cerveau il commence à vouloir partir dans son super outil qui s'appelle l'imaginaire. Et nous, on va énormément l'utiliser en thérapie. Donc, quand on imagine une autre fin, que quelque chose d'autre se soit passé, quand on imagine voir plein de signes de la personne qui n'est plus là, ça veut dire qu'on est en phase de guérir et que c'est très, très bien. Et que c'est surtout pas quelque chose à négliger, c'est quelque chose à valoriser. C'est qu'on est en train de construire une autre histoire à notre histoire.
C'est-à-dire qu'on s'était dit, tiens, on va faire notre vie, on va marier, avoir des enfants, avoir un chien, avoir un pavillon et de temps en temps partir en vacances. Et puis tout à coup, branle-bas de combat, il y a la sauteuse qui nous tombe sur la main, l'huile qui nous brûle la main, il y a le trauma qui arrive, le deuil, l'événement imprévu. J'ai eu accompagné des prises d'otages, voilà, des choses qui ne sont pas du tout prévues dans le programme, évidemment les attentats, des choses qui sont terribles. Et évidemment, le deuil d'un enfant qui n'est pas du tout prévu au programme, encore moins, et surtout dans nos sociétés, et Nathalie l'a insisté là-dessus, c'est vrai que dans les paramètres dont on parlait tout à l'heure qui sont liés au deuil, la société à laquelle on appartient est très différente, c'est-à-dire que selon qu'on est en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe, moi j'ai beaucoup travaillé en Océanie, on va avoir une représentation du deuil, et notamment du deuil de l'enfant qui est différente et qui vont être des facteurs qui vont faire partie de notre travail. Mais l'imaginaire, le fait d'imaginer une autre issue, le fait d'imaginer qu'on garde un lien avec l'autre et qu'il y a ces fameuses synchronicités dont on parle en thérapie, eh bien, ça va nous aider à nous reconstruire. Et notre imaginaire, il n'est pas fait pour rien, il est fait pour imaginer quelque chose d'autre. Donc, le fait de stimuler l'imaginaire, notamment avec les thérapies comme l'hypnose, va être un fabuleux outil pour nous trouver une autre solution. Ça sert à ça, l'imaginaire. Ça sert vraiment à ça. Ça sert à nous dire, tiens, si on inventait quelque chose d'autre. Donc, s'il vous plaît, ne dites pas à vos enfants, arrête d'inventer des histoires, maintenant t'es grand, et la réalité c'est ça, même si je vais vous dire que le cheminement de la méditation, c'est la réalité, l'autre bras, c'est l'imaginaire. Et le fait d'imaginer que quelque chose d'autre est possible, c'est essentiel dans notre thérapie. Alors, on m'a posé une question. En quoi la plasticité cérébrale des enfants, des schémas intellectuels cognitifs des adultes, peut leur permettre de développer des stratégies efficaces? À la mort, qui avait 9 ans, elle m'a demandé que nous déménagions. Alors, je n'ai pas tous les mots. Mais, alors, la plasticité cérébrale, on va faire juste une petite parenthèse, ce n'est pas du tout réservé aux enfants. D'accord? La plasticité cérébrale, alors moi, je viens d'une époque, j'ai 45 ans, où on me disait, voilà, tu as des neurones jusqu'à 20 ans, et après, ma pauvre, c'est fini, tu as les neurones qui meurent, et puis tu es en train de tranquillement glisser vers la sortie. Alors, ce n'est pas vrai du tout. Ça, on le sait vraiment, ce n'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, on a des zones du cerveau qui se régénèrent et qui vont régénérer les neurones. D'ailleurs, plus vous allez aller en thérapie avec un thérapeute qui va bien et qui va vous faire montrer qu'il y a des neurones miroirs qui existent et que oui, bien, tu peux aller mieux, et que plus vous allez vous confronter à des familles qui vont mieux, et les thérapies de groupe, les groupes de parole sont essentiels là-dessus, parce que plus on va se confronter à des neurones miroirs d'autres, plus la plasticité cérébrale va se mettre en route. C'est-à-dire qu'on va dire à notre cerveau, bon, là, il y a une zone qui est quand même un peu morte, et ben, tu as d'autres chemins à faire. On s'en est rendu compte suite à des images de patients qui avaient vécu par exemple des accidents vasculaires cérébraux. Donc, ils avaient vraiment des zones de leur cerveau qui étaient mortes, qui étaient nécrosées suite à cet accident vasculaire cérébral. Et on s'est rendu compte que si on leur faisait… Alors avant, on leur disait, bon, bah voilà, hein, c'est mort, mon pauvre ami, tu ne reparleras plus jamais, puis tu ne verras plus jamais rien. Donc, maintenant, on sait que ce n'est pas vrai du tout. On va faire d'autres chemins neuronaux à nos synapses pour venir irriguer cette nouvelle zone. Donc, on va avoir des cartes mentales cérébrales qui sont propres à chacun. Donc, la plasticité cérébrale, elle est propre à toutes les espèces humaines, à tous les âges, et on peut avoir de la plasticité cérébrale à n'importe quel âge. Par contre, elle va dépendre d'une zone qui s'appelle l'hypothalamus et qui, lui, est très sensible au stress. Donc, si on est complètement bloqué dans notre stress de toute façon, ça ne me ramènera jamais la personne qui est morte, de toute façon, personne ne peut m'aider, personne ne peut me comprendre, personne n'a traversé ce que je traverse, moi, ce que je traverse, c'est beaucoup plus grave que les autres. Si on reste là-dessus, là, on bloque son hypothalamus, et donc on bloque la plasticité cérébrale pour justement les fameux chemins neuronaux. Donc, plus on va ouvrir le stress en disant, OK, bon, bah voilà, je vis quelque chose que je n'ai pas du tout envie de vivre, mais je vais peut-être me confronter avec des personnes qui l'ont déjà vécu ou qui sont spécialisées là-dedans, pour simplement enlever cette pression sur l'hypothalamus et l'hippocampe, et donc permettre d'autres chemins neuronaux de se faire. Donc, surtout, ne pensez pas du tout que c'est fini à un certain âge, ce n'est pas réservé aux enfants, c'est propre à tous les âges, à toutes les époques, c'est jamais trop tard. Voilà, c'est jamais trop tard pour se remettre dans le deuil.
Même si l'imaginaire dans notre sommeil est généralement des cauchemars, est-ce un signe de guérison aussi? Oui. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de revivre des événements traumatiques, on se les rejoue, on se les revit. Donc oui, les cauchemars font partie de ce mécanisme-là, de se remettre debout. En fait, j'ai un peu être provoque, mais dans mon métier, ça n'existe pas, les cauchemars. En fait, on parle de rêve. Et en fait, si vous veniez travailler en thérapie, eh ben, on irait travailler sur ces rêves et peut-être que les thérapeutes en auraient une autre lecture que vous. Parce que le cauchemar n'existe pas. Notre cerveau, il nous veut que du bien. Il veut qu'on s'en sorte. Il veut qu'on sorte de là. Donc, il va nous envoyer des éléments pour nous faire comprendre d'autres choses. Mais si on pense que c'est des cauchemars et que c'est nul, eh ben, on se prive d'une partie de notre guérison. Donc, ça n'existe pas un cauchemar. C'est simplement un rêve. Un rêve qui a une grosse charge parfois émotionnelle. Eh ben, c'est d'autant plus intéressant de venir le travailler en thérapie. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions parce qu'il y avait une question qui n'était pas super claire, mais voilà. N'hésitez pas à me remettre des éléments dessus. Merci Marie. On te laisse dérouler, mais c'est bien aussi d'avoir comme ça ces petits focus pour… Oui, bien sûr. Oui, c'est pour ça, au contraire. Parce qu'au fur et à mesure que tu parles, évidemment, ça fait remonter chez chacun des questions. Et moi, j'en avais eu une aussi sur ces symptômes que tu décris comme normaux. Enfin, normaux quand on a vécu un trauma, un choc traumatique. À partir de quand peut-on considérer qu'ils deviennent pathologiques ou ils viennent entraver le mécanisme de guérison, le mécanisme, le processus de deuil, de cicatrisation? À quel moment, finalement, ces symptômes deviennent voilà, pathologiques et plus normaux dans le processus du traumatisme? Alors, tout à l'heure, sur la slide, là, si je vous partage celle-ci, partagez l'écran, je vous partage celle-là. Hop. Je vous ai parlé de phases aiguës, d'accord? L'amnésie dissociative, la superdissociative, la dépersonnalisation, la déréalisation, l'accent automatique, la dispersion temporelle. Ça, c'est ce qu'on appelle des phases aiguës. Les phases aiguës, c'est quelques mois, d'accord? C'est 1, 2, 3 mois. Après, ça doit s'estomper, ça doit diminuer. Si ça ne diminue pas, c'est que là, on rentre dans une phase qui est pathologique. Par contre, ce qu'on a pu observer, c'est qu'on peut parfois avoir dans des temps plus loin, des moments de réminiscence comme ça qui s'arrêtent aussi. Ça, on va encore considérer que c'est normal tant que ça cesse. Mais les symptômes de la phase aiguë, tout ce qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, donc l'amnésie dissociative, le fait de ces pertes de mémoire, la stupeur dissociative, la dépersonnalisation, la déréalisation, les actions automatiques, les distorsions temporelles, tout ça, c'est que quelques mois. C'est 1, 2 mois, 3 mois maximum. Après, si c'est toujours là, il faut aller consulter parce que là, c'est symptomatique. En revanche, pour le trouble du sommeil, ça fait partie des symptômes qui peuvent être sur les phases pas aiguës, ce qu'on appelle les phases à plus long terme. Donc, je ne vais pas considérer que le trouble du sommeil, c'est normal. Je ne ferai pas dire ça. Mais il peut y avoir des phases dans les processus de deuil où on dort moins bien. Est-ce que du coup, c'est clair pour toi, Nathalie? Oui, tout à fait. Le fait de ne pas dormir ou de ne plus dormir après un deuil de manière systématique sur le long terme, ça, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'on peut avoir des phases où on dort moins bien, mais si on a plus de phases où on a un sommeil normal, là, il faut aller consulter. Parce que ce n'est pas normal. Il peut y avoir des phases où le symptôme est normal, mais il faut qu'à un moment donné, il cesse. S'il ne cesse pas, c'est là où on doit venir consulter. Et encore une fois, moi, je vais vous considérer quelques mois. Voilà, c'est une question c'est en fait le nombre de mois qui permet de savoir si tous les mécanismes de dissociation,
que tu nous as très bien décrit, peuvent commencer à figer quelque chose et ne plus participer à un processus évolutif. Oui. Les 3 grands symptômes du stress post-traumatique, si je devais diagnostiquer un stress post-traumatique, ce seraient les troubles du comportement. Donc, les gens qui d'un coup se mettent à faire des colères pas possibles, à avoir des comportements de l'addiction, les troubles du sommeil. Les flashbacks, les réviviscences, quand on en a trop, quand on a tout le temps, quand on a des pensées intrusives, ça devient insupportable. Et les conduites d'évitement. C'est les 3 grands piliers qui vont déterminer qu'on fait un stress post-traumatique et qu'on a ces 3 symptômes-là. Donc, c'est les réviviscences, donc le fait de revivre l'événement, de faire des flashbacks en boucle, d'avoir des pensées sans arrêt là-dessus. Ça va être les conduites d'évitement. Donc, j'évite certaines choses, j'évite certaines situations, j'évite de me confronter à certains éléments. Mais parfois, ça n'a rien à voir. Hein. Par exemple, moi, j'ai traité des phobies qui étaient en fait des conduites d'évitement d'un stress post-traumatique. Mais la personne venait consulter pour la phobie. C'est-à-dire qu'elle disait, voilà, j'ai une phobie des serpents. Donc, ça, c'est sa phobie. Mais sauf qu'en fait, cette phobie-là, c'était une conduite d'évitement que le cerveau avait mis en place comme écran pour ne pas venir gratter sur le stress post-traumatique qui était derrière. Et en fait, c'était un trauma. Donc, on a traité le trauma et il n'y avait plus de phobie derrière. Donc, les phobies, elles peuvent tout à fait être des conduites d'évitement qui sont des symptômes d'un stress post-traumatique. Et puis, les troubles du comportement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc tout ce qui est addiction, les grosses colères d'un coup, les gens qui d'un coup changent de vie, d'un coup qui pètent un câble, qui sont dans des conduites qui n'ont pas l'habitude d'être. Et tout ça, ça doit se compter en mois. D'accord ? Au-delà de 2-3 mois, on commence à s'inquiéter. Alors, en quoi le trouble du sommeil? La thérapie peut se faire avec l'hypnose, et cela en combien de séances, par exemple, en thérapie utilisée? Alors, moi, c'est vrai que j'ai pour habitude de recevoir mes patients en disant, je ne peux pas vous dire exactement dans combien de temps vous allez aller mieux. Déjà, enfin, ce serait vraiment présomptueux de ma part de vous dire, bah voilà, moi, c'est en temps de séance, et puis je ne suis pas marabout guérisseur. Par contre, ce que je vais pouvoir vous dire, c'est que, et ça, c'est vrai, les patients le disent, en 4 séances, parce que moi, après, on vient tous travailler avec nos propres mécanismes de thérapie et de fonctionnement individuel. Mais moi, je vais prendre les patients sur 4 séances parce que je vais avoir des piliers de thérapie. Et en 4 séances, on fait énormément de choses. On fait beaucoup de travail. Donc, et notamment en hypnose, évidemment. Donc, 4 séances, c'est 4 mois parce que c'est une fois par mois. Donc, c'est pas très long. Hein, et je ne vous dis pas que c'est complètement guéri en 4 mois. C'est pas vrai non plus. Mais on a un vrai travail qui est fait, thérapeutique. Après, les thérapies cognitives et comportementales, on est plutôt sur 20 séances. C'est des forfaits de 20 séances. Et où on fait en effet aussi énormément de choses. Après, on peut partir évidemment sur de l'analyse. Là, on est plutôt sur plusieurs années. De toute façon, comme je vous l'ai expliqué, c'est comme une pelure d'oignon. Donc, on peut très bien faire quelque chose à un instant T, et puis changer de thérapeute à un autre moment parce qu'on a envie d'essayer autre chose, et puis essayer autre chose après. C'est jamais, ah ben voilà, ça y est, c'est fini, on n'en parlera plus jamais. Ça marche pas comme ça. J'aimerais vous le dire, mais c'est pas vrai. Ça marche pas comme ça. Et donc, en effet, alors, est-ce que l'on n'ait pas cette impression de faire des cauchemars d'insomnie et que l'on dort malgré tout, mais que malgré ça, la fatigue soit immense, que le sommeil ne soit jamais réparateur? Alors, là, on pose une question sur la sensation des rêves, des insomnies. Alors déjà, pas tout le monde se souvient de ce qu'il fait la nuit. Donc, en effet, parfois certains vont me dire « Non, mais moi, je dors ». Et pour autant, ils n'ont pas du tout de sommeil réparateur. C'est un trouble du sommeil. D'accord ? Si on se réveille le matin et qu'on a l'impression de ne pas avoir dormi, c'est qu'on est dans un trouble du sommeil. Parce que ça veut dire que le sommeil, il a été pas du tout, il n'a pas rempli ses fonctions de réparation des zones hippocampiques et hypothalamiques. C'est-à-dire qu'il faut savoir que nous, notre cerveau, il fonctionne
par onde électrique. Il y a 3 grands types d'ondes électriques, enfin plus, mais on va dire les grandes familles, c'est l'état de veille. En ce moment, on est en état de veille, donc on va avoir une activité électrique qui correspond à l'état de veille de notre cerveau, qui est capable d'enregistrer, d'interagir. Il y a un deuxième état physiologique, neurologique normal, qui est l'état de sommeil. Donc, on va avoir des fonctionnements normaux qui sont liés au sommeil. Et puis, on a ce qu'on appelle les états modifiés de conscience. Les états modifiés de conscience, ils sont indispensables à la récupération physiologique cérébrale. Quand on dort, on passe par des états modifiés de conscience qui sont des périodes dans le sommeil. Donc, quand on est en veille, on n'est pas que en veille. Quand on est dans le sommeil, on n'est pas que dans le sommeil. Parmi ces moments de veille et de sommeil, on va être traversé par ces temps d'états modifiés de conscience. Donc, on a des états modifiés de conscience en temps de veille et des états modifiés de conscience en temps de sommeil. L'hypnose, c'est une thérapie qui est basée sur les états modifiés de conscience, comme d'ailleurs la méditation de pleine conscience. Donc, on va simplement provoquer en état de veille des états modifiés de conscience. Pourquoi? Parce qu'on va venir récupérer justement de l'énergie pour dormir. Parce qu'on va venir forcer le cerveau à se mettre en état modifié de conscience pour récupérer l'énergie. Parce que parfois, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas en temps de veille, il n'y arrive pas en temps de sommeil. Et quand il n'y arrive pas, c'est que là, il y a un épuisement qui arrive. Et c'est vrai que les médicaments empêchent le cerveau de se mettre en état modifié de conscience. Parce que c'est là où justement on a trop ces pensées intrusives. Donc, le fait d'être sous anxiolytique, le fait d'être sous médicaments, ce n'est pas forcément un gage de récupération pour dormir. Au contraire. C'est que ça va un peu anesthésier, vous donner la sensation quand même de vous reposer, parce que il y a quand même un repos qui est fait, mais pas suffisamment, pas à la hauteur de ce que vous êtes en train de traverser. Donc, il va falloir passer en état modifié de conscience pour venir récupérer de l'énergie. Et là, il n'y a que des pratiques comme l'hypnose, la méditation de pleine conscience et Nathalie ne va pas dire le contraire, le sport. Le sport permet des états modifiés de conscience très, 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 très bons qui vont permettre au cerveau d'avoir des temps de pause. Donc, il est indispensable, si on ne fait pas de thérapie, si on ne fait pas de méditation, si on ne fait pas de faire du sport. Sinon, on ne peut pas tenir. Notre cerveau, il a besoin de ces temps-là. Donc, on a besoin de marcher, on a besoin de courir, on a besoin d'aller faire du yoga, on a besoin de bouger, parce que dans ces temps-là, on va faire des états modifiés de conscience qui vont permettre au cerveau de récupérer de l'énergie. Alors, donc le fait de ne pas passer en état modifié de conscience, ça fait partie du processus, c'est normal, tant qu'on est dans des phases aiguës. Après, non, donc on peut ne pas avoir de sommeil récupérateur pendant 1, 2, allez, 3 mois, mais après, au-delà, il faut aller consulter, parce que sinon, c'est dangereux pour la santé, il faut dormir, il faut vraiment dormir. Est-ce que l'évitement ne peut pas être une stratégie efficace s'ils sont du temps au temps? Alors oui, c'est ce qu'on me dit souvent. Je me laisse du temps au temps, donc la stratégie d'évitement, ça peut être dans un premier temps nécessaire. Mais ça ne peut pas être une stratégie efficace. Alors, vous me dites qu'à posteriori, c'est une stratégie gagnante. Voilà, chaque histoire va être différente. Je vous parle d'évitement sur le long terme. Je vous parle de quelqu'un qui refuse d'aller s'occuper de sa main, qui est bandée et qui est blessée. Si ça a soulagé votre enfant à un moment donné de l'extraire de l'endroit dans lequel elle avait trop de réviviscence et puis de la ramener ensuite, ce n'est pas une stratégie d'évitement, c'est une stratégie de coping. C'est une stratégie qu'à un moment donné, on a fait quelque chose qui a écouté l'autre. C'est que il y avait un but derrière. Ce n'est pas de l'évitement. Moi, l'évitement, c'est j'évite de prendre l'autoroute parce que ça me fait trop peur, par exemple. Ça, c'est de l'évitement. Le fait qu'à un moment donné, un lieu soit trop synonyme de, ça peut être une stratégie de coping. Par exemple, la question se pose souvent des affaires, des vêtements d'une personne qui a disparu. Est-ce que je dois m'en débarrasser tout de suite? Est-ce que je dois attendre? Voilà, ça va être aussi des éléments qui vont être propres à chacun. Il n'y a pas de règle, il faut s'en débarrasser tout de suite ou il ne faut pas s'en débarrasser tout de suite. Ça va dépendre de chacun. Le fait de se dire, bon, là, je sais qu'il y a ces affaires à ranger, je sais que j'ai ces affaires à m'occuper, mais pour l'instant, je n'y arrive pas.
Voilà, pour l'instant, c'est trop dur. Pour l'instant, je n'arrive pas à aller me confronter à ses vêtements dans sa chambre, à ranger sa chambre. Eh bien, ok, ce n'est pas une stratégie d'évitement. C'est que pour l'instant, ça, c'est pas possible. Ben, c'est normal, ok, c'est ok. Par contre, ça va être interrogeant si ça dure des années et que ça nous empêche de faire ce fameux travail de deuil. Le terme de temps est très proche, c'est très intimement lié à l'individu. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne peut pas se confronter dès le lendemain du décès de son enfant à aller donner ses jouets et aller se débarrasser de ses habits, moi je trouve plutôt ça sain en fait. Je trouve ça plutôt normal. Quelqu'un qui dès le lendemain irait faire tout, décoder, enlever toute la chambre, je me dirais tiens, là il y a quand même une stratégie peut-être là pour le coup d'évitement qui est un peu grande. Donc c'est plus de s'interroger sur en effet, cette connaissance que l'on a de soi-même. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, on peut aussi s'écouter. Ça, c'est vraiment la première des choses, c'est de quoi j'ai besoin, moi. C'est pas, moi, j'ai mes mots de thérapeute, de stratégie d'évitement, de coping, machin, mais ça, c'est pour mon dossier médical. Ce qui va être important, c'est dans l'échange, et toi, t'en es où? Est-ce qu'à un moment donné, tu te sens bloqué? Si tu ne te sens pas bloqué, il n'y a pas de problème, en fait. Alors, on me demande la différence entre un trouble du sommeil et un nouveau rythme du sommeil suite au traumatisme. Alors, ça c'est un peu une question d'évitement. Parce qu'on va me dire, oui, mais en fait, moi, maintenant, je me couche tard, mais ça va. D'accord, ça va. Est-ce que dans la journée, tu es fatigué? Est-ce que tu es libre de te coucher quand tu en as envie? Est-ce que tu es libre de t'endormir quand tu en as envie? Ou est-ce que systématiquement, il va falloir que tu mettes en place des stratégies au moment du sommeil pour éviter le sommeil? S'il commence à y avoir des stratégies au niveau du sommeil pour se dire ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça pour m'endormir, c'est que là, on est en train de passer de l'autre côté et donc on est en train de mettre en place un trauma. Dès lors qu'on n'est pas libre d'être dans une relation face à son sommeil qui est libérée de tout lien avec cet événement traumatique, alors on peut venir le travailler en thérapie. On ne peut pas se cacher derrière en disant « Non, mais moi, j'ai le sommeil perturbé suite au trauma. » Ça, ce n'est pas vrai. C'est un symptôme. Après, s'il ne vous dérange pas, il ne vous dérange pas. Je ne suis pas obligée de convaincre à dire « Il faut absolument consulter. » Ce n'est pas vrai. Mais c'est un symptôme. C'est un symptôme et je voudrais… alors du coup, je vois l'heure qui passe et je voudrais vous faire partager cet écran-là, juste pour vous faire expliquer ce qui se passe dans le corps. En fait, dans le corps, vous avez un système nerveux qui s'appelle le système nerveux autonome, qui s'occupe de réguler toute notre physiologie, qui s'occupe de réguler, par exemple, si je vous montre, voilà, le cœur qui se dilate, la fréquence cardiaque qui augmente, la tension artérielle qui augmente, la fréquence respiratoire qui augmente, la libération du sucre dans le sang, l'augmentation de la température. Lorsqu'on est dans un choc, on va parfois se mettre à transpirer, on a les mains moites, on a d'un coup la nuque qui dégouline de transpiration, on va avoir la fréquence cardiaque qui augmente, on va avoir une libération de sucre dans le sang. Tout ça, c'est normal, c'est dû à la libération d'hormones qui sont liées à l'adrénaline, à la noradrénaline et au cortisol. À l'inverse, lorsqu'on est équilibré, on va avoir une récupération physiologique lorsque le système nerveux parasympathique se met en route. Là, on a une diminution de la fréquence cardiaque, une diminution de la tension artérielle, une reconstitution des stocks de sucre et de graisse dans le sang, la sécrétion d'hormones qui sont liées à la récupération d'énergie et notamment ce qu'on appelle la mélatonine. Lorsqu'on est en trouble du sommeil, qu'on n'est pas capable de s'endormir quand on veut, on a un trouble de la mélatonine. Alors parfois, on vous propose de la supplémenter en pharmacie, on vous propose de la mélatonine, ça fonctionne, mais aussi, ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est qu'on peut récupérer cet équilibre-là grâce à la respiration. Parce que lorsqu'on inspire, on stimule le système nerveux sympathique. Et lorsqu'on expire, on stimule le système nerveux parasympathique. De sorte que lorsqu'on est en choc et en stress post-traumatique, on va avoir le souffle coupé. On va avoir d'un coup le corps qui se bloque. On est bloqué dans l'inspiration.
On est bloqué, on n'arrive plus à respirer. On a la cage thoracique parfois qui est complètement comprimée. Alors, le fait de se mettre à souffler, à expirer, à venir récupérer de l'énergie par le système de la stimulation du parasympathique va nous permettre de récupérer justement cette fameuse mélatonine qui nous manque. Donc, je vais vous proposer d'utiliser une pratique qui s'appelle la cohérence cardiaque. Et ce soir, je voulais vraiment vous parler de ça parce que c'est une pratique respiratoire qui est toute simple, qui est basée sur 3 fois par jour, donc le 3, 5 minutes, à hauteur de 6 respirations par minute. Il faut savoir que normalement, on respire environ entre 12 et 15 fois par minute, parfois même plus. Donc, 6 fois par minute, ça fait qu'on diminue très fortement notre fréquence respiratoire. Donc, on va venir réguler et remettre à l'équilibre notre système nerveux autonome. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, si on a un système nerveux autonome qui est régulé, qui est meilleur, qui est plus efficace, qu'on est capable de descendre notre fréquence cardiaque, qu'on est capable de descendre notre tension artérielle, qu'on est capable d'expirer, alors on va pouvoir récupérer tout simplement de la mélatonine. Donc, on va pouvoir récupérer cette fameuse hormone qui nous aide à nous endormir et à rester endormis. Dans notre cerveau, on a une petite zone qui s'appelle la formation réticulée. La formation réticulée, c'est un peu comme un hub dans le cerveau, ça fait un peu comme une toile d'araignée. C'est un réseau de connexion, en fait. Et cette formation réticulée, elle s'occupe de réguler le tonus de notre corps. Donc, c'est elle qui nous permet de nous tenir assis, qui nous permet de tenir debout. Elle maintient un tonus musculaire suffisant. La formation réticulée, elle permet également de réguler la respiration. C'est-à-dire qu'elle permet, c'est elle qui envoie comme information à notre diaphragme de nous contracter ou de se relâcher. Donc, la même zone qui s'occupe de gérer notre tension musculaire s'occupe également de gérer notre fréquence respiratoire. Et attention, elle s'occupe encore d'une troisième chose. Elle s'occupe également de maintenir l'équilibre jour-nuit. C'est elle qui nous maintient en vie et c'est elle qui s'arrête en dernier dans le cerveau. Donc, la formation réticulée, elle s'occupe de régler notre rythme jour-nuit. Elle s'occupe de régler notre tonus musculaire. Elle s'occupe de régler notre fonction respiratoire. Donc, quand on va agir sur la respiration, on va également agir non seulement sur notre rythme quotidien, mais également sur notre tonus musculaire et sur notre capacité à récupérer de l'énergie. Parce que si on est tout le temps contracté, tout le temps serré, les mâchoires contractées, alors on n'arrivera pas à récupérer une bonne respiration et donc un bon rythme du sommeil. Donc, la différence entre un trouble du sommeil et un nouveau rythme du sommeil, elle est dans votre confort de vie. Si vous n'avez pas de confort de vie, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui vous dérange, qui fait que vous sentez que vous êtes toujours sur un fil et qu'il faut vraiment que vous soyez toujours vigilant sur votre sommeil, c'est que là, il va falloir aller consulter parce que ce n'est pas normal d'être fatigué. Au-delà de 1, 2, 3 mois, ce n'est pas normal d'être fatigué. On peut récupérer de l'énergie, on peut venir récupérer de la fonction énergétique. Donc, cette pratique respiratoire, si je reviens sur le partage de mon écran, cette pratique respiratoire, vous la trouvez sur n'importe quel smartphone, que ce soit iPhone, ou smartphone, Samsung, etc. Vous tapez dans votre petit navigateur de recherche cohérence cardiaque. Ce sont des applications qui sont gratuites. Surtout, ne prenez pas celles qui sont payantes et qui sont là pour venir réguler notre fonction primaire qui est le sommeil et notamment la formation réticulée. Parce qu'on va venir récupérer une forme de tonus. Alors, je vais vous inciter à vous dire, faites du yoga, faites de la marche, marchez, parce que le fait d'aller entretenir notre tonus musculaire va participer à récupérer notre fonction jour-nuit et va participer également à récupérer de la fonction respiratoire. Alors, on ne t'entend plus, Marie. Je ne sais pas si c'est moi ou tout le monde. Je pense que c'est tout le monde. Ah, Marie, alors peut-être que…
Peut-être que Marie, tu devrais te déconnecter, reconnecter. C'était étonnant que ça marche sans aucune intempérie comme ça. En tout cas, Comment? Elle s'est déconnectée. Donc, Oui. je pense qu'elle va se reconnecter. Donc, merci à tous pour vos questions. Et puis, si vous souhaitez prendre la parole. Pardon, excusez-moi, on a été coupé. Marie. Désolée. Donc, voilà. Écoute, je te relaisse la parole sur la cohérence cardiaque. Tu me parlais. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, ça a coupé au moment où tu nous parlais des applications qu'on pouvait télécharger. Oui, donc en fait, voilà, vous pouvez télécharger gratuitement des applications sur vos smartphones qui parlent de cohérence cardiaque, qui sont des outils pratico-pratiques pour redormir. C'est-à-dire sans avoir à faire de thérapie ou de psychothérapie, si votre problème c'est le sommeil, sachez que cette application va amener votre corps à se réguler dans sa fonction nerveuse et va petit à petit récupérer de la mélatonine naturellement. Oui, c'est bien d'aller prendre de la mélatonine en pharmacie, je ne vais pas vous dire le contraire, mais en fait, on est soi-même un très bon médicament. On peut très bien sécréter ce dont on a besoin. On sécrète des endorphines les plus puissantes au monde. On sécrète de la mélatonine de manière très efficace lorsqu'on en a besoin. Il suffit de pratiquer une respiration particulière qui s'appelle la cohérence cardiaque. Cette pratique respiratoire, elle va venir également nous aider à venir pratiquer toutes les aides que l'on verra ensuite, qui sont plus larges, qui sont des pratiques respiratoires plus larges, comme dans la méditation, comme dans la pleine conscience, comme dans les inductions en relaxation, qui vont venir élargir notre pratique de respiration. Mais si pour l'instant on n'en est pas encore là, si on n'a pas envie, si on veut juste dormir, sachez qu'avec cette application de cohérence cardiaque, vous allez pouvoir dormir. Et ce, au bout de 6 à 8 semaines de pratique à raison de 3 fois par jour, vous allez retrouver un sommeil normal. Vous devez vous endormir quand vous voulez et vous réveiller quand vous voulez. Et un endormissement normal, c'est un endormissement qui reste dans les 20 minutes. Au-delà de 20 minutes, on peut s'interroger sur la qualité de votre endormissement, mais tant qu'on reste dans les 20 minutes d'endormissement, c'est normal aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus des endormissements qui sont immédiats. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez des questions là? J'étais aussi en train de dire, avant que tu reviennes, que les personnes qui souhaitaient prendre la parole de manière interactive, pas écrite, vous êtes les bienvenus et c'est très important. Et ça peut permettre aussi des échanges un peu plus souples et plus complets. N'hésitez pas. Oui. Alors, on me parle de la cohérence, de l'application Respirelax. Oui, Respirelax, c'est de la cohérence cardiaque. Alors, je peux vous inviter à lire un livre qui s'appelle le 365, qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle David O'Hare. Si vous voulez, je vous l'écris dans la note, là, comme ça tout le monde a... Bon, David O'Hare, ça c'est l'auteur, et le livre, c'est le 365. Qui est la référence, en tout cas dans les pays anglophones, sur la cohérence cardiaque. Moi, je travaille avec lui, je forme à la cohérence cardiaque. On a monté le premier congrès mondial de cohérence cardiaque qui a eu lieu en 2018 à Marseille. Et donc, c'est un outil qui fait partie de la thérapie cognitive et comportementale et qu'on propose justement en immédiat post-stress, post-traumatique pour justement faire revenir le cœur à des fréquences cardiaques normales et améliorer la prévalence du stress post-traumatique. Donc, plus vous allez faire ces pratiques respiratoires, plus vous allez récupérer du sommeil normal et physiologique. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, oui, moi, j'avais posé une question, pardon. J'avais posé une question par écrit et je ne sais pas si je l'avais peut-être pas envoyée, je ne sais pas. Ça n'a pas été répondu. Donc, alors je m'appelle Anna, donc j'avais demandé, en fait, voilà, ça fait déjà, par rapport au sommeil, ça fait déjà 2 ans que je prends des cachets pour dormir le soir.
Moi, j'ai perdu mon fils et en fait, c'est par peur de pas dormir, enfin, d'avoir des cauchemars, d'avoir des angoisses, de pas dormir. Comme je reprends le travail, tout ça, j'ai peur que ces moments, enfin, j'ai besoin de dormir et maintenant, ça fait déjà 2 ans et je me dis, qu'est-ce que je voudrais bien m'arrêter, enfin, arrêter, mais aussi la peur de pas retrouver un sommeil normal et que après la fatigue soit trop cumulée. Comment je pourrais m'en sortir? Est-ce qu'une thérapie ou l'hypnose ou autre Alors, chose là oui, pourrait évidemment. m'aider? Alors, les thérapies vont vous aider. Notre discours en tant que thérapeute, c'est pas de vous dire, déjà, c'est pas de vous culpabiliser d'avoir fait ça, déjà, parce que pendant 2 ans, vous avez pu du coup continuer à vivre et c'est déjà très bien. Donc, on va pas du tout vous culpabiliser là-dessus et vous dire ah ben ça voilà, ça fait 2 ans que vous les prenez, c'est mort, vous les prendrez toute votre vie, ou vous dire ah ben vous avez détraqué votre sommeil. C'est pas vrai du tout. On peut arrêter ces médicaments. On va l'arrêter aussi progressivement. C'est pas non plus, on n'est pas obligé de l'arrêter immédiatement. On peut pendant un temps vous accompagner avec de la thérapie et les médicaments. C'est absolument pas du tout antinomique. Et probablement de vous-même, vous les arrêterez au fur et à mesure et on peut mettre en place un protocole d'arrêt quand on s'en sent prêt, d'accord? Parce que le fait d'avoir peur d'être confronté à ça, c'est juste normal. Ça fait partie de notre travail d'accueillir cette peur et de vous accompagner sur le chemin de cette peur. Le thérapeute, il va vous prendre la main, s'il fait bien son travail, il va vous prendre la main et il va vous dire, OK, t'as peur, on va aller à la vitesse que tu veux, on va aller au rythme que tu veux et on va aller où tu veux. En fait, si vous avez un objectif, un thérapeute, il peut vous accompagner vers votre objectif dès lors que ça va être fait à votre rythme. Et c'est juste normal d'être accompagné sur ce chemin-là. Et ça fait partie de notre travail de vous prendre par la main et de vous dire OK. Et si par des moments il faut s'arrêter et faire une marche arrière, eh ben on s'arrête et on fait marche arrière. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de diplôme à la fin, il n'y a pas de médaille à gagner. C'est simplement un chemin et le thérapeute est là pour vous accompagner en vous tenant par la main et en vous disant OK, c'est ça ton objectif. Ton objectif, c'est ça. Eh ben, on va y aller. On va y aller ensemble. Le fait de prendre des antidépresseurs, le fait de prendre des somnifères, ça fait tellement partie de notre façon de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire que actuellement, voilà, on vit une pandémie. La réponse que l'on a, c'est le virus, c'est le vaccin, et on pourrait imaginer mettre en place un accompagnement différent, des patients sous oxygène, les surveiller plus, etc. On pourrait imaginer plein de choses, de favoriser le yoga, de favoriser le sport, de favoriser l'écoute, de favoriser tout ce qui est pratique méditative et respiratoire, parce qu'on sait que aujourd'hui, c'est avéré. Lorsque je vous parle, moi j'ai fait médecine, je ne vous parle pas de choses qui ne sont pas prouvées. La méditation va augmenter les capacités du système immunitaire. Eh bien, dans notre société, on ne va pas répondre à ça. On va répondre à ça avec un vaccin. C'est bien aussi, mais c'est normal. On est des gens occidentaux. On va chercher une solution dans la chimie. Donc, notre travail, c'est de vous accompagner et pas vous culpabiliser là-dessus. Moi, je suis un être occidental, je suis une femme occidentale aussi, et je vais pouvoir avoir parfois besoin d'avoir ce type de réponse-là. Donc, c'est pas trop tard, c'est pas anormal, c'est normal d'avoir peur, c'est normal de ne pas vouloir s'y confronter, c'est normal aussi de trouver quelqu'un avec qui on a envie de travailler et qui va nous accompagner sur ce chemin-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais en tout cas, oui, merci. Rien, c'est pas trop tard en fait, voilà. Oui, c'est ça que j'avais peur, c'est que ce soit déjà devenu trop tard non, c'est jamais trop tard. Ok, merci. J'ai accompagné des patients qui avaient connu des traumas et qui prenaient des antidépresseurs depuis parfois 15 ans et qui ont arrêté. C'est jamais trop tard. Et attention, ils ont arrêté parce qu'ils avaient envie d'arrêter. Hein. C'est pas parce que moi je leur ai dit d'arrêter. Il faut juste mettre les choses à leur niveau. Moi, je vais là où on veut que j'aille. J'ai pas de jugement en fait. Si on veut continuer, on continue. Il n'y a pas de problème. Marie, moi, je voudrais aussi rebondir un peu sur cette idée que ça peut ne pas être trop tard, en lien avec le sujet des enfants, parce que je sais que parmi nous, parents, on est toujours très inquiets pour nos autres enfants. On se dit, mais quand même, il a vécu la mort de son frère ou de sa sœur, ou il a vécu une mort contre nature, parce que c'est
il n'aurait pas dû vivre ça à son âge-là. Et on a tous un petit peu cette peur-là qu'il soit à jamais traumatisé, qu'il y ait quelque chose en lui d'abîmé, de désenchanté. Ça, c'est le moindre, mais en plus d'abîmer que quelque chose, que ce traumatisme lui ait fait du mal. Et tu as dit tout à l'heure que nos traumas, nos phobies, enfin que tous ces symptômes qui ressortent, même des années après, pouvaient être des opportunités aussi de dépasser. Alors, est-ce que tu peux revenir sur ce sujet des enfants et comment ce qu'ils ont pu vivre, y compris de traumatique dans leur enfance, peut ou pas être quelque chose de pénalisant dans leur vie après? Dans ma philosophie, dans ce que j'ai pu, moi, traverser et à travers mes formations aussi, ce que je dis, c'est qu'un traumatisme, ça n'existe pas. C'est un apprentissage. Il y a des leçons qu'on n'aimerait jamais n'avoir à apprendre. Demander à mon fils, je suis sûre qu'il y a des leçons qu'il n'a pas du tout envie d'apprendre sur la table de multiplication. Il y a des leçons qu'on doit apprendre et qu'on n'a pas envie d'apprendre. C'est ça un traumatisme, c'est qu'on est confronté à des apprentissages auxquels on ne veut pas se confronter. Dès lors qu'on a compris que c'était un apprentissage, ça ne devient plus un traumatisme. On a appris quelque chose. Et concernant les frères et sœurs, ils sont obligés de vivre des choses qu'ils n'ont pas du tout envie de vivre, qu'ils n'ont pas du tout prévu de vivre. Alors on peut se dire, bon, moi, parent, déjà c'est dur, ok, j'avais pas prévu de vivre ça, mais alors, qu'est-ce que je fais vivre à mon enfant? Alors vous faites rien vivre, hein, parce que généralement, vous y êtes vraiment pour rien, et vous passeriez bien de ça. Encore une fois, cette culpabilité qui sert à rien. Mais je vais avoir exactement le même raisonnement par rapport aux frères et aux sœurs, de dire comment toi tu le vis et qu'est-ce que ça t'apprend pour plus tard. J'ai eu à rencontrer des enfants qui avaient perdu des parents, perdu des frères, des sœurs, et qui devenaient des adultes extraordinaires parce qu'ils avaient une telle énergie de vie, ils avaient une telle compréhension de ce qu'était la vie, que ça devenait des êtres très éveillés, des êtres dont on a besoin sur la Terre parce qu'ils deviennent des inspirations. Je pense par exemple à Boris Cyrulnik qui nous a émerveillés de la compréhension de ce qu'est la résilience parce que lui a vécu quelque chose de difficile. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que moi, j'ai eu à vivre des choses difficiles et parce que j'ai pu aussi les transformer. Chacun vit ses guerres, comme je dis, et c'est des immenses enseignements parce que c'est des sources d'inspiration pour les autres, parce qu'on vient témoigner que c'est possible. Je suis une fan absolue de la saga Harry Potter parce que j'explique souvent en thérapie qu'elle nous explique qu'on peut devenir la personne la plus géniale au monde en ayant perdu ses 2 parents dans le berceau. Et en fait, c'est ça Harry Potter. Harry, il nous fait nous transcender par ce trauma originel qui est la perte de ses parents, et c'est cette perte de ses parents qui le rend Harry Potter. Et vos enfants, nos enfants qui ont vécu des choses difficiles, c'est les futurs Harry Potter de demain parce qu'ils vont venir enchanter le monde de leur immense enseignement, de ce qu'ils ont à nous apprendre. Alors oui, sur le coup, Harry, quand il perd ses parents, il va vivre chez sa tante dans un placard comme un pauvre malheureux qui a à peine à bouffer. Et on se dit, mais comment il va vivre, comment il va survivre ce gamin, mais personne ne s'en remettrait. Et lui, il devient Harry Potter, c'est-à-dire qu'il devient celui qui détient la baguette absolue à la fin. Je fais un spoil, hein, mais pour ceux qui l'ont pas vu quand même, il détient la baguette absolue de tout et il la casse parce qu'il dit rien ne vaut un enseignement. Et ça, du début à la fin, cette saga, elle est incroyable pour le traitement du trauma parce qu'elle nous donne un enseignement de vie incroyable. Alors, je sais que c'est dur pour les enfants, je sais que c'est dur pour les frères et sœurs. Il faut tout l'amour d'un thérapeute pour le prendre par la main. Et s'il vous plaît, allez voir des thérapeutes qui vous prennent par la main, qui vous serrent dans vos bras et qui vous embrassent à la fin parce qu'on est juste des êtres humains qui sommes sur la Terre et qu'on n'est pas là pour vous voyez, vous mettre à distance et vous dire « Oh là, c'est terrible ce qui t'arrive, mon pauvre ami, pourvu que ça ne m'arrive pas ». C'est qu'il faut que vous rencontriez des êtres humains qui sont là pour
pour nous apporter cette chaleur humaine de dire, allez, on est ensemble sur la Terre en même temps, et ben on va y aller ensemble. Et vos enfants qui ont vécu des choses très difficiles, c'est les Harry Potter de demain. Merci beaucoup, c'était magnifique ton partage. Alors, on a un petit peu débordé sur le temps. Est-ce que quelqu'un a encore une question à poser avant que l'on conclue et qu'on libère Marie, qui a quand même une famille, peut-être, à gérer? Sauf que quand je m'arrêterai plus, moi, personnellement. J'ai fait ce métier parce qu'on m'appelait tout le temps, comme on m'a dit tout le temps que j'étais bavarde à l'école. Alors j'ai dit, je vais faire un métier où je peux mettre à profit mes compétences de bavardage. Donc, je vais être ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà. Alors, plus de questions? Moi, je veux bien, Laurence. Oui, je voulais demander parce que comme Anne ou Anna, je ne sais plus, a parlé du fait qu'elle avait un traitement d'antidépresseur pour dormir. Moi, en fin de compte, on m'a donné un traitement. Je n'étais pas pour, mais bon, parce que je dormais déjà pas avant le décès de ma fille, parce qu'elle était gravement malade, donc ça a duré longtemps. Donc moi, j'ai mis des années à déjà pas dormir. Et donc, j'ai fini par accepter ce traitement. Et puis, à un moment donné, bizarrement, j'ai senti, parce que moi, c'était la peur de ne pas dormir. Donc, effectivement, c'était surtout pour dormir que j'en avais besoin. Et à un moment donné, finalement, je l'ai oublié une fois, deux fois. Donc, toute seule, j'ai décidé de l'arrêter. Et puis, l'année, à la date anniversaire du décès de ma fille, en fin de compte, c'est revenu en plus fort, enfin, comment on peut dire, pas en plus fort la douleur, mais là où j'avais l'impression que je réagissais pas si mal dans les mois qu'on suivit, la date anniversaire a été un effondrement et ça a été, voilà, ça a été très, très dur. Mais pourquoi je pose la question, c'est que moi, en plus, j'ai une pathologie à côté qui est une fibromyalgie et qui me donne des douleurs. Donc, moi, j'avais arrêté cet antidépresseur, mais finalement, on m'a dit que dans mon cas, il valait mieux le garder à cause de la fibromyalgie. Donc, je suis embêtée parce que je dors mal pour des raisons de voilà, post-traumatiques peut-être. Enfin bon, je ne sais pas comment le définir. Et c'est moi qui ai mis tout à l'heure pour les cauchemars, parce que moi, ça fait pas mal de temps que je fais des trucs complètement bizarres, pas forcément liés à ma fille. Hein. Des fois, elle apparaît, des fois, elle apparaît pas, mais c'est toujours très, très violent. Et en fin de compte, du coup, ça me réveille. Comme ça me réveille, ben après, j'ai toujours le problème de réveil qui, une fois que vous êtes réveillé, c'est déjà plus dur de vous rendormir. Donc, voilà, dans un cas où il y a une autre pathologie à côté qui, finalement, est aussi liée à la fibromyalgie, elle n'est pas arrivée par hasard, quoi, voilà. Donc, voilà, question, est-ce que, justement, ça peut en thérapie avec vous, ça peut être une double casquette, enfin, je ne sais pas comment dire. Alors, oui, je comprends tout à fait. Alors, il y a plusieurs questions. Il y a la question de la fibromyalgie, qui est une pathologie à part entière et qui va avoir des symptômes notamment douloureux, chroniques, Ouais. qui sont très invalidants et qui vont perturber le sommeil. Et puis, il y a évidemment l'événement traumatique qui va parfois évidemment se réveiller à date. Les dates anniversaires, c'est très fréquent, hein, c'est normal. Alors, aujourd'hui, par exemple, si je cite l'OMS et l'HAS, donc l'Haute Autorité de Santé et l'Organisation mondiale de la santé, ces deux grandes organisations qui sont censées réguler, nous, notre fonction de travail, elles vont vous préconiser pour la fibromyalgie, par exemple, la pratique de la méditation. C'est-à-dire que la pratique de la méditation de pleine conscience, notamment, va être aujourd'hui le traitement le plus efficace contre les douleurs chroniques. Or, on sait que la méditation de pleine conscience, ou les pratiques méditatives, vont avoir un effet sur le sommeil. C'est-à-dire qu'elles vont venir à terme
réguler votre sommeil pour la bonne et simple raison que vous allez passer en monde alpha et que vous allez récupérer. Donc, mais il y a plein de choses. C'est un peu comme une poupée russe dans votre apport. Mais moi, si je devais vous accompagner, peut-être que je pourrais vous dire, eh ben, on va commencer par de la pleine conscience, on va commencer par un cycle de méditation, on va voir ce que ça donne. Et on va voir ce que ça donne sur le sommeil. Parce que finalement, le sommeil, c'est un peu… moi, souvent, je compare ça au haut de l'iceberg ou à la cerise du gâteau. C'est-à-dire qu'on va venir pour consulter pour le sommeil, mais en fait, le problème, ce n'est pas le sommeil. Le problème, c'est tellement autre chose qu'on va venir travailler autre chose. Et peut-être que cette fibromyalgie, pour être encore plus dans la prise de recul, c'est qu'elle arrive dans une histoire de vie, peut-être, qui n'est pas non plus par hasard. Donc ça, on pourra le travailler je sais aussi ça, en analyse. Voilà, c'est pour ça qu'on peut voir les choses un peu comme, encore une fois, un oignon. C'est-à-dire de dire, bon, là, il faut que je dorme. Je vous dis, cohérence cardiaque, c'est super efficace. Mais maintenant, j'ai des douleurs chroniques. OK, on peut mettre en place la méditation. Mais à date anniversaire, de ce que ça me fait émotionnellement, de la peur de m'endormir, etc., là, j'ai des réminiscences. Et bien là, on va le travailler en thérapie. Donc, selon vous, où vous voulez mettre le curseur, on va pouvoir aller sur un sujet ou un autre sujet. C'est pas incompatible, en fait. C'est pas du tout antinomique. Oui. Non, mais là, en l'occurrence, ça a redéclenché au bout d'un an, mais depuis, c'est tout le temps mes douleurs, quoi. Voilà. Donc, en fin de compte, du coup, c'est compliqué, alors qu'il y a des choses pour lesquelles ça passe, mais le fait des douleurs empêche de dormir, et le fait que, bon, voilà, moi, ça fait 4 ans, c'est pas si vieux non plus. Donc, tout ça se mélange la nuit, effectivement. Bon, écoutez, merci en tout cas. En tout cas, vous pourrez poser des questions plus personnelles après avec Marie par la suite. Ce que je retiens de ce que tu viens de dire aussi, Marie, et qui nous parle beaucoup au sein du Poireux, c'est comment nos traumatismes liés à la perte de nos enfants, qu'on a tendance à voir évidemment comme l'ultime traumatisme de notre vie, ou presque à réduire entièrement notre vie à ça, vient révéler un certain nombre de pelures d'oignons aussi antérieures et nous aide après avoir assez évidemment avancé dans ce deuil, à aller les lever une à une, et c'est une vraie expérience que beaucoup d'entre nous partageons. Alors, malheureusement, on va devoir couper quand même et libérer tout le monde. En tout cas, énormément de remerciements dans le fil. Je n'ai pas vu sur Facebook, mais en tout cas, un grand merci Marie. Ça a beaucoup éclairé les participants, visiblement, si on regarde leurs commentaires. Je voudrais juste redire un petit peu que cette conférence est la première d'un cycle que nous allons initier avec Marie et aussi avec son centre et les professionnels avec lesquels elle travaille, pour aborder différents troubles, mais aussi différentes thérapies, et peut-être aussi, n'hésitez pas à nous faire remonter un certain nombre de suggestions, d'idées, puisque l'idée, c'est à la fois de nourrir ce cycle de conférences et de psychopédagogie aussi sur ce qui se passe, ce qui se joue, qu'est-ce qui aide au niveau du corps, au niveau du psychisme, au niveau des petites choses toutes simples, parfois anodines. Et on va également créer un groupe de parole, ça je l'avais annoncé pour les parents qui sont vraiment dans ces symptômes et dans ce vécu de deuil traumatique parce qu'ils ont perdu leur enfant brutalement, ce qui rajoute encore des difficultés. Donc on vous proposera ces groupes de parole pour que vous y participiez, notamment un sur le suicide aussi, et d'autres bien sûr. Donc voilà, et je voulais aussi terminer par une petite page pub pour vous dire que ces conférences sont bien évidemment gratuites parce que pour nous c'est important de partager sur ces sujets et pas d'en faire commerce.
Et en revanche, vous pouvez nous soutenir par un petit don ou simplement en adhérant à l'association. C'est un geste fort parce qu'en adhérant, vous nous apportez un encouragement aussi, que ce soit pour nos parents, nos familles ou nos bénévoles, sur le fait que ce qu'on fait a du sens pour vous. Voilà, alors un grand merci. Merci Marie, je vais te laisser le mot de la fin et vous inviter, pour ceux qui le souhaitent, dimanche prochain à écouter la conférence d'Éric Dudoit, qui sera à la même heure, dans le même format, et où nous parlerons de culpabilité, deuil et culpabilité. C'est aussi un vaste, vaste sujet. Et voilà, donc on pourra se retrouver dimanche prochain. Marie, le mot de la fin ? Le mot de la fin, un grand merci à vous tous, toutes. Merci au Rose, merci à Nathalie pour cette fabuleuse rencontre qu'on a faite. J'espère avoir éclairé votre chemin sur toutes ces épreuves qui accompagnent le deuil, qu'on n'a pas envie de vivre, c'est certain, mais qui nous permettent aussi parfois de découvrir des richesses insoupçonnées que l'on a en soi, et qui sont des fabuleux moments de se rencontrer, même si ça peut paraître très étrange, mais se découvrir, se rencontrer, c'est une belle aventure aussi, qui vaut la peine d'être vécue, contrairement à ce qu'on veut nous croire que les autres sont plus importants que nous. Non, si je m'en tiens encore une fois aux enseignements du Bouddha et aux enseignements d'un grand sage amérindien qui accompagne ma vie tout le temps, c'est « donne-toi tout à toi ». Alors, donnez-vous tout à vous et donnez-vous tout l'amour dont vous avez besoin. Voilà. Merci Marie. On partage peut-être le numéro de téléphone de ton centre, et puis si vous voulez contacter Marie. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Oui, c'est Hypnopédia, mais de toute façon, j'ai qu'un seul numéro de téléphone. Et voilà, mais via le point rose, vous aurez toutes les informations. Merci à tous. Merci. On vous embrasse et on vous souhaite une bonne soirée. À très vite. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.